parlementaire, bonsoir à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, chers collègues députés, monsieur le sénateur qui n'est pas encore arrivé, monsieur l'eurodéputé, chers amis, madame la secrétaire générale du MoDem, dans ce lieu, et vous toutes en vos grades de qualité, comme ça permet de couper court aux chers invités et intervenants, de couper court à tout le protocole. En tout cas, je suis très heureux que nous ayons pu organiser en ce jour et en ce lieu particulier un événement sur la place de l'Europe dans les médias français. Le 6 juin 2023 lance le compte à rebours des élections européennes. Dans un an, jour pour jour, les premiers Européens seront appelés aux urnes pour choisir leurs nouveaux représentants dans la seule assemblée élective supranationale. Cette élection doit être pour nous tous un motif de fierté, un moment d'interrogation sans doute sur le futur que nous souhaitons tous dessiner pour l'Europe. Je tenais donc particulièrement à organiser cet événement dans cette date symbolique et dans ce lieu. Parler d'Europe dans cet amphithéâtre, Jean Le Canuet, puisque c'est son nom, c'est exprimé sous l'œil d'un homme particulièrement profondément européen. Avant tout le monde, du moins avant beaucoup, il avait placé la construction de l'espace communautaire et de paix au cœur de ses ambitions, comme lors de sa candidature à la présidentielle de 1965. Pour le citer et reprendre ses mots, l'indépendance n'est réelle, la liberté n'est effective qu'à partir de la puissance. Il n'y a de puissance possible pour nous que dans et par l'Europe unie. Petit mot sur Jean Le Canuet, eurodéputé de 1979 à 1988, il n'a cessé tout au long de ses mandats et fonctions gouvernementales de défendre l'ambition européenne. Parler d'Europe ici dans son amphithéâtre, c'est aussi une façon de rendre hommage à celui qui a contribué de faire l'UDF puis le MoDem, un parti si européiste, à lui qui m'a tant convaincu de la nécessité de défendre notre bien commun. La place de l'Europe dans nos médias ne serait toutefois pas celle de la promotion de ce pouvoir. L'espace médiatique doit être un lieu d'information objectif sur les actualités communautaires avant d'être dans un second temps celui du débat, forcément subjectif. C'est tout l'enjeu démocratique, celui d'un échange constructif entre citoyens éclairés. Mais force est de constater que nous sommes aujourd'hui éloignés de cette ambition. Les chiffres nous seront tout à l'heure rappelés par nos intervenants. Ceci relève le silence médiatique qui entoure l'action communautaire. En 2016, seulement 3% du temps d'antenne était consacré à l'actualité européenne. C'est très peu. Et les conséquences de ce silence ne sont que trop prononcées. Qui connaît ou qui sait les dernières victoires de l'écologie au niveau européen, comme l'a fait les voitures thermiques ou la présentation par la Commission européenne du net zéro industriel. Je pense que vous entendez mieux si je mets le micro plus près du menton. C'est un truc de pro. Qui sait les avancées pour l'égalité femmes-hommes que représente le vote par le Parlement européen d'une directive sur la transparence salariale? Plus simplement, qui sait ce que c'est qu'un trilogue? Je vais demander aux gens de lever la main. Une directive ou la différence entre le Conseil de l'Europe et le Conseil européen. Pourtant, sans cet effort pédagogique et d'information, nous ne pouvons pas permettre à nos concitoyens de comprendre l'Europe, de juger de son actualité et donc de sa pertinence pour répondre aux enjeux modernes. Sans tout cela, le débat est par conséquent impossible. Personne ne sait pourquoi ou contre quoi il débat. Cette situation, bien que loin d'être toute bleue et jaune, j'ai rajouté comme le drapeau européen, si on comprend rien, est toutefois pas si noire. La crise du Covid-19 et la guerre en Ukraine ont remis sur le devant de la scène la nécessité d'agir en commun. C'est pas un jeu de mots. Avec ces éléments tragiques, nos concitoyens ont pu constater l'importance du nous européen, de sa capacité protectrice face aux crises. Dans le même temps, nous pouvons espérer que les médias s'emparent plus profondément de l'importance de relier les actualités européennes. Pourquoi? D'abord, parce que les élections européennes vont renforcer leur présence mécaniquement dans les informations. Et nous devons alors agir pour faire perdurer ces pratiques. Ensuite, parce que c'est une attente forte des Français. 72% d'entre eux souhaitent davantage être informés de l'actualité européenne. Donc il y a donc un enjeu. Enfin, parce que c'est une exigence démocratique. Qui peut imaginer qu'autant de décisions bouleversant leur quotidien ne leur soient pas délivrées? Quelle serait la satisfaction des Français si demain l'actualité du gouvernement, du Parlement ou du Sénat, du Sénat et de l'Assemblée, leur était tue?
C'est parce que je suis mu par ce profond optimisme que j'ai tenté ces derniers mois de faire des propositions sur les enjeux de couverture des actualités européennes. D'abord chez les acteurs de l'audiovisuel public, en mettant en place un véritable indicateur de couverture des enjeux européens. C'est tout l'objet du courrier que j'ai adressé à Mme la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, le 2 mai dernier, qui a d'ailleurs été co-signé par 44 de mes collègues députés nationaux. Après discussion avec le rapporteur de la mission d'information sur le futur de l'audiovisuel, le rapport a été voté ce matin, l'audiovisuel public, M. Quentin-Bataillon, je peux vous annoncer que son rapport soulignera l'enjeu de mieux représenter ces thématiques communautaires. Ensuite, chez les acteurs privés, un vrai effort doit également être fait pour renforcer la place de l'Europe dans la couverture de l'actualité. Comme j'ai pu en discuter avec plusieurs personnalités du monde des médias, je pense que les conventions entre l'ARCOM et les chaînes qui occupent les canaux de la TNT doivent mieux prendre en compte la couverture de la démocratie européenne. Enfin, il ne s'agit pas de blâmer les autres, mais aussi de regarder ses propres erreurs. C'est induite par le fonctionnement même de nos assemblées. Nous devons renforcer la place de l'Europe dans la vie politique française, avec une plus forte visibilité des enjeux au Parlement. Je tenais donc enfin à remercier tout le monde pour votre venue. Merci d'avance à Adrien Gèvre pour le groupe TF1, Eric Valmire pour Radio France, de venir apporter leur éclairage de terrain. Merci à Théo Verdier, expert de la Fondation Jean Jaurès, et co-directeur de l'Observatoire Europe pour son travail chiffré qui devrait nous aider à y voir plus clair. Merci enfin à ma collègue Sabine Tillaé, députée et présidente de 2017 à 2022 de la Commission des Affaires européennes sur le mandat précédent, et qui nous rejoint tout à l'heure puisqu'elle avait un autre événement juste avant et elle prendra les interventions en cours de route. Et elle a donc depuis 6 ans défendu l'Europe et fait de très nombreuses propositions qu'elle aura la possibilité de nous exposer tout à l'heure. Je termine en disant qu'on dit souvent que l'Europe n'intéresse pas. Je pense que ce soir nous allons montrer qu'un chemin existe et prouver le contraire. Je vous laisse désormais en compagnie d'Annie Grandesnon, membre du collège de l'ARCOM, qui va vous donner quelques mots qui rappellent un peu le cadre, le cadre juridique. Reprendre un peu des éléments que vous avez décrits. Donc, en tout cas, je suis ravie de venir au nom de l'ARCOM participer à cet événement. Alors, vous m'avez demandé un petit mot sur cette table ronde. Alors, je suis membre de l'ARCOM, je dirige le groupe Pluralisme et Déontologie. Mon père sujet déjà. Et là, c'est plutôt sur l'Europe dans les médias. Donc, un petit mot du point de vue du régulateur sur les obligations qui existent pour le service public. Donc, pour la télévision, c'est l'article du cahier des charges, l'article 16, qui prévoit que France Télévisions s'attache à intégrer la dimension européenne dans l'ensemble des programmes, documentaires, fiction, jeux, etc. C'est comme ça que c'est indiqué. Dans des émissions spécifiquement consacrées à l'Europe, programmes courts, émissions régulières, etc. Et évidemment dans les journaux. France Média Monde a aussi cette obligation, qui était aussi assez ancienne, qui venait de la loi, et Radio France évidemment. Et en 2021, dans notre avis, quand l'ARCOM a rendu son avis sur, ça ne s'appelait pas l'ARCOM à l'époque, c'était le Conseil supérieur de l'audiovisuel, mais c'était la même chose, sur l'exécution des COM, des contrats d'objectifs et moyens de France Télévisions, de Radio France et de France Média Monde, on avait indiqué que la place réservée à l'Europe était encore insuffisante. On l'a vraiment écrit dans le rapport, même si on avait noté qu'il y avait eu quelques efforts. Je crois qu'un rapport, ça allait exactement dans le sens du rapport parlementaire, qui était le rapport d'information de la Commission des Affaires européennes, qui avait noté cette insuffisance. Je ne vais pas détailler ici les différentes émissions ou chroniques qui existaient, mais il est vrai que sur France Télévisions, il existe une case permanente, nous les Européens, dont on a estimé, nous, dans notre rapport, qu'elle n'était pas suffisamment, qu'elle n'était pas diffusée à un horaire suffisamment important, en tout cas de visibilité. Sur les chaînes privées, il n'y a pas actuellement d'émissions spécifiques consacrées à l'Europe, même si évidemment les sujets de l'Europe sont traités dans le cadre des magazines ou des journaux. Seul LCI, de par sa convention, a une obligation de diffuser un magazine consacré à la vie européenne. C'est dans sa convention. Mais cette diffusion ne fait pas l'objet d'un magazine bien identifié. Et les problématiques européennes sont rattachées à des magazines
multithématique. Il se trouve que ce matin, on était, l'ARCOM, on était à LCI, qu'on avait des rendez-vous avec les journalistes, et c'est vrai que depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, ils nous indiquaient combien l'Europe était plus présente dans les journaux, notamment dans leur 6-8, qui était très consacré à l'Ukraine. C'est effectivement quelque chose qu'on a pu observer. Ce qui est vrai, c'est que les différentes études, nous on n'a pas fait d'études spécifiques de l'ARCOM, mais on sait que les Français ne se sont pas suffisamment informés sur les questions européennes, et sans doute sur les institutions. Je pense qu'ils ont du mal à voir la différence entre les différentes institutions. Et il y avait eu une étude à l'époque commandée par la Commission européenne, je crois que c'était en 2018, qui classait la France à l'avant-dernier rang sur l'information des problématiques européennes. La Fondation Jean Jaurès avait également publié un rapport qui constatait que la part de l'information consacrée à l'actualité, c'est ce que vous avez soulevé, était 3%, ce qui est vraiment pas beaucoup. Certains événements, ça ne vous a pas échappé, bien sûr, ont pu donner lieu à une bonne couverture médiatique, notamment sur les chaînes d'information continue, en 2022, comme le discours du président Emmanuel Macron devant le Parlement européen le 19 janvier, devant l'ensemble des chaînes info à l'occasion de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Et c'est vrai que l'année 2022, alors on n'a pas encore tout observé, en même temps, on n'a pas tout regardé, chiffres, et il y a une hausse quand même de la place accordée à l'Europe. Et c'est vrai, on sait que c'est lié aussi à la guerre en Ukraine et la présidence française de l'Union européenne. Nous, ce qu'on a pu observer dans tout ce qu'on regarde comme programme, etc., c'est vraiment que les questions européennes sont toujours liées à l'actualité et rarement au long cours. Il y a peu de pédagogie en fait sur les questions européennes. C'est vraiment dès qu'il y a un fait d'actualité, là, effectivement, c'est évoqué. Alors les élections européennes qui vont avoir lieu du 6 au 9 juin prochain vont évidemment être l'occasion d'une mobilisation sans doute plus importante des chaînes. Et comme vous le savez, nous, l'ARCOM, on prend une recommandation pour encadrer notamment cette campagne électorale et garantir l'expression pluraliste des listes de candidats et de leur soutien dans les médias audiovisuels. On avait déjà noté, j'ai regardé dans le rapport, l'ARCOM avait relevé que le temps de parole global accordé aux candidats et à leur soutien dans les programmes de médias audiovisuels avait représenté un volume en 2019 de 294 heures. Ce qui paraît comme ça, mais ça n'a rien à voir avec les 3000 heures qui sont pour l'élection présidentielle. Je précise qu'ils sont plus de 3000 et les législatives qui sont à plus de 800 heures. Donc sur les 6 semaines avant, parce que nous, voilà ce qu'on observe. Alors c'était 155 heures en 2014 et c'était 112 heures en 2009. Donc tous les espoirs sont permis quand même pour l'an prochain. C'est vrai que ça augmente un peu, mais c'est pas encore très significatif. Alors bon, effectivement, j'ai vu, comme vous, le rapport de Quentin Bataillon et de Jean-Jacques Gaultier sur l'audiovisuel public, adopté en mission d'information qui va passer en commission demain et qui propose de renforcer l'offre d'information et de programmes relatifs à l'Europe sur l'ensemble du service public. Et nous, on pense, puisqu'on régule quand même pas que le service public, on pense que c'est important que l'ensemble des médias audiovisuels, publics et privés, parlent d'Europe. De toute façon, il y a un certain nombre de conventions qui vont être revues d'ici 2025, et peut-être que ça sera l'occasion d'évoquer évidemment cette question. Donc, ce qu'on peut dire en conclusion, c'est qu'on sait, c'est que l'Europe et le cadre européen sont devenus de plus en plus importants sur notre quotidien. Nous, en tout cas, pour l'ARCOM, et on sait pour ce qui est de la régulation notamment des plateformes et des réseaux sociaux, ça ne peut être efficace qu'à un niveau européen. Et ça, c'est important de le dire aussi, parce que ça va rentrer dans notre quotidien, à tous. Et même si c'est un peu en dehors du champ d'aujourd'hui, nous, c'est quelque chose sur lequel on travaille aussi. Et cette régulation européenne pour prévenir des risques de toute nature se fait et se fera à une échelle européenne. Tout ce qui est sur les fausses infos, la haine en ligne, la protection des mineurs, etc. Donc ça va rentrer quand même dans notre régulation et dans notre vie quotidienne. Donc je pense que l'ARCOM a tout intérêt à inciter à ce qu'il y ait une progression de toutes ces questions européennes dans l'espace médiatique. Voilà un peu ce que je pouvais dire aujourd'hui de manière un peu large sur ces questions. Merci beaucoup pour cette introduction. Je vais lancer un peu la table ronde, pas trop fort.
Voilà, donc je vais passer la parole à notre premier intervenant, donc M. Théo Verdier. Vous êtes expert à la Fondation Jean Jaurès, directeur de l'Observatoire Europe, vice-président du mouvement européen et auteur de différentes publications liées aux politiques européennes, notamment climatiques. Vous êtes aussi spécialiste de la couverture, des questions de couverture des actualités communautaires. Et auteur d'un rapport très emmené sur la place de l'Europe dans les médias. Donc, vous proposerez très bientôt une réactualisation. Donc, sur ces sujets, vous aviez, lors de votre première rencontre, vous aviez alerté sur la place justement laissée à l'Europe dans les médias, sur l'actualité communautaire, et vous aviez dit qu'en fait, la crise de l'Ukraine, comme on l'a dit tout à l'heure, et le Covid avaient renforcé cet intérêt. Est-ce qu'aujourd'hui, comme vous avez publié cette mise à jour de votre étude, est-ce que ce renforcement de l'intérêt se confirme ou pas? Merci beaucoup, et merci beaucoup pour l'organisation de ce débat. Bonsoir à tous. Alors, je vais faire un truc qui ne se fait pas, je vais trahir la confidence de mon voisin de gauche qui, pendant votre prise de parole, m'a dit « Oh là, ça va être notre fête ce soir ». Donc, comme on a un homme de radio publique et un homme de télévision privée, j'essaierai de jouer sur la concurrence entre les deux pour les amener à prendre des engagements ce soir devant nous. Et évidemment, j'en profiterai pour taper sur la télé publique qui n'est pas représentée comme ça, tout le monde sera content ce soir. Je vais aussi essayer de relever un deuxième défi qui est de ne pas être chiant en parlant de ce sujet, qui peut être un peu aboutissant, et plutôt d'essayer de donner un peu la big picture et surtout de ne pas mettre trop de responsabilité sur la question des diffuseurs que sont les médias, parce que je crois que la racine du problème, elle tient dans les acteurs, à la fois français et européens, et donc il y a d'abord une question politique, il y a ensuite une question d'information. Vous avez donné pas mal de chiffres, donc déjà vous avez fait la moitié de mon boulot, donc je vous remercie, comme ça je peux me concentrer sur des trucs qui sont plus dans le fond, et donc vraiment un immense merci. J'ai effectivement ce matin écrit le point final du 4e rapport de la Fondation Jean Jaurès et de l'INA sur la place de l'Europe, de l'Union Européenne, parce que ce n'est pas l'Europe en tant que telle, le problème c'est l'Union Européenne, dans les médias audiovisuels privés et publics en France, c'est-à-dire les télés, les chaînes d'infos continues et les chaînes traditionnelles, TF1, M6, etc. Ce que je vois, c'est qu'en gros, il y a des périodes de pic. 2015, crise des réfugiés, 2019, 2014, des européennes, et 2022, évidemment, la guerre en Ukraine, qui par nature est une guerre européenne, ce qui est évidemment bien triste, puisque c'est le retour du conflit sur notre continent. Le sujet, c'est qu'en vrai, au-delà de ces années de pic, de ces sujets spécifiques, on peut aussi penser éventuellement à un léger pic sur le Brexit. On est dans une atonie générale. En fait, on a moins de 3% de tous les sujets de JT qui sont consacrés à l'actualité de l'Union Européenne. Et je ne parle pas de l'Europe parce qu'on sait parler des États-nations, c'est pas un problème, on sait parler d'Angleterre, du Royaume-Uni, on sait parler d'Allemagne, on sait parler d'Espagne, il n'y a aucun problème là-dessus. Dans les JT d'ailleurs sont naturellement bien orientés sur l'international. Vous allumez le JT de TF1, il commence toujours par de l'actualité internationale, mais il préfère Joe Biden à Ursula von der Leyen. Et donc le sujet par contre c'est qu'on a une absence, une invisibilisation de la question de l'Union Européenne comme objet politique et comme espace démocratique dans nos médias nationaux. Donc TF1 qui est représenté ici, et donc je m'excuse, je ne ferai pas trop, mais présente dans son JT de 20h moins de 2% de sujets qui concernent l'actualité de l'Union Européenne. Donc vous prenez un JT, ça dure 35 minutes, je vous laisse faire le calcul, en gros on est à 30 secondes d'actualité de l'Union Européenne, qui évidemment est divisé sur des sujets de 10 minutes, donc en fait il faut regarder pendant plusieurs jours pour voir quelque chose qui fasse mention, je ne dis pas qu'il est consacré, qui fasse mention. Et donc, c'est pas à moi de juger si c'est trop ou pas assez, je vous laisse ça en tant que citoyen. Par contre, ça amène un impact effectivement qui est que les Français sont les Européens qui se sentent le moins exposés aux questions européennes. Et donc, on est derrière la Hongrie, la Grèce, enfin que des endroits où on adore l'Union. Et donc, on a un vrai problème stratégique, et on le voit ensuite dans les enquêtes d'opinion, sur le sentiment d'appartenance, sur la notoriété des commissaires européens. On a une vraie souci. Et donc, en 2022, c'est clair qu'on a un pic. Et il y a des transformations qui sont intéressantes, qui sont à l'œuvre. Notamment, on a un pic sur la couverture de la Commission européenne et de la présidente de la Commission européenne, qui fait, si je regarde les chiffres que j'ai historisés depuis 7 ans, 2 fois plus, 2,5 fois plus en couverture que Jean-Claude Juncker ou que dans ses premières années. Et on a une vraie personnification. En fait, c'est la première fois qu'on a sur quelqu'un qui est dans l'exécutif européen le langage audiovisuel du chef d'État. Et ça, je trouve que c'est une transformation intéressante. C'est le premier désastre d'Ursula von der Leyen quand elle a été élue présidente de la Commission, c'était
le langage audiovisuel du ministre de la Défense dans un hélicoptère avec le président du Conseil et le président du Parlement européen sur la frontière gréco-turque pour parler des réfugiés et des vagues migratoires. Et donc elle a repris ça. La première dirigeante européenne a été allée en Ukraine, c'est Ursula von der Leyen, qui était à Boutcha en avril dernier, ce qui évidemment occasionne un pic de couverture parce que c'est de l'incarnation, c'est l'Europe au soutien de nos voisins et de nos alliés. Et donc, évidemment, on a une couverture qui est forte, et donc les 3% dont je parlais, en année faible, on est plutôt à 2%. Cette année, en année 2022, on est plutôt à 5,5% des sujets de JT et de radio, et enfin de tous journaux et de télé en info continu qui parlaient de l'Union européenne, de ses représentants et des relations avec ses États membres. Donc, on a un pic, c'est clair, et on a un deuxième pic qui va arriver avec les européennes, donc on a une séquence forte. La question, c'est comment on la pérennise pour qu'on parle de la démocratie européenne au quotidien. Et en fait, je vais vous dire pourquoi c'est un sujet politique et moi qui me terrorise. C'est parce qu'aujourd'hui, on est en train de passer des réglementations qui font qu'on va se mettre à tous payer une taxe carbone sur notre carburant, sur notre chauffage d'ici à 2027, alors avec un matelas social qui est le Fonds social européen. On n'aura plus le droit d'acheter des voitures thermiques d'ici à 2035, et donc le marché va s'effondrer d'ici à 2030, on le sait tous. Et si on veut tenir les objectifs du Green Deal, il faut qu'on installe 58 millions de pompes à chaleur dans l'Union, sachant qu'on est 450 millions d'Européens. Donc je vous laisse faire le calcul, et je pense qu'on est aujourd'hui à 3 millions, donc il faut qu'on fasse x10 au vu des objectifs du Green Deal. Et donc c'est un exemple sur lequel, et c'est un truc qu'on fait toujours en Europe, on réglemente à très long terme, et c'est normal. Sauf que ce qui va se passer, il va se passer exactement ce qui s'est passé post-2001 quand on a privatisé le rail et qu'on s'en est rendu compte en 2017 en France. On va se dire que la France, elle nous est imposée de Bruxelles. Non. La France, en 2001, Jacques Chirac, il est tout à fait consentant, et la majorité UMP à l'époque, est-ce qu'on privatise le rail, et il le voit comme une espèce de gentleman agreement sur plein d'autres sujets politiques, et donc il fait un compromis politique, et ça y est, c'est parti, mon kiki. Sauf que le sujet, c'est que pour ça, il faut qu'on ait un débat politique européen éclairé en amont, pour pouvoir en discuter ensuite en aval, et se dire, ok, on a participé à cette prise de décision. Et ça passe par la mise en visibilité de la démocratie européenne, et donc par un saut quantitatif et qualitatif, mais quantitatif de l'exposition qu'on lui donne. Et donc, là-dessus, je voudrais juste ne pas, évidemment, blâmer nos amis qui sont sur cette table aujourd'hui, qui ont une mission difficile, qui est de produire 30 minutes, 1 heure, 4h45 d'informations tous les jours selon le type de médias qu'ils font, et qui clairement n'ont pas forcément les moyens de lever la tête du guidon et de se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe à Bruxelles, parce que le flux naturel n'est pas celui-là. Et donc, le sujet, il est d'abord un sujet politique, c'est du haut vers le bas. Est-ce que l'émetteur de la communication européenne, il fait en sorte que le contenu qu'ils produisent, il soit facilement transcrit, qu'on puisse le transcrire dans les médias français. Et en vrai, quand on voit le côté bruxellocentré de la communication de la Commission européenne, la question c'est comment est-ce qu'un gouvernement, un exécutif, la Commission européenne, peut avoir un seul porte-parole dans un pays où il y a 60-70 millions d'habitants, de langue française. Ça pose une vraie bonne question qui est finalement la surface médiatique incarnée, surtout dans la République un peu jacobine, où on a besoin de mettre des hommes derrière des idées, ou des idées derrière des hommes, de la surface médiatique qu'on offre pour réagir. Je vous donne un exemple, je ne vais pas être trop long, mais juste un exemple qui, je trouve, est assez illustratif de ce problème. En 2019, ou en 2020, quand on négocie, on a la première annonce de l'accord avec le Mercosur sur un accord de libre-échange, donc un sujet qui, on sait, en France, est explosif. Les négociateurs s'applaudissent au gouvernement à Bruxelles, à la Commission, en se disant ça y est, on a un accord, ça fait 20 ans qu'on négocie, on est vendredi soir. Emmanuel Macron, tous les dirigeants européens sont à Osaka pour le G20. Et en fait, tout le week-end, tu as la moitié des partis de France qui sont sur les JT pour dire, vous voyez, l'Europe c'est le libre-échange, l'Europe c'est climaticide, l'Europe c'est un modèle dont on ne veut plus. Et personne ne prend la parole pour dire, c'est quoi le contexte derrière? Est-ce qu'il y a des conditions? Pourquoi on le fait? Moi, j'ai pas d'idée si c'est bon ou c'est mal, enfin si j'ai une idée, mais vous en foutez. Mais la question c'est pourquoi est-ce que la Commission entend et les États membres entendent que ce soit une. Et donc moi ce que j'aimerais c'est une égalité des paroles. Sauf qu'en fait personne n'est capable de porter ce message. On en arrive à un point où la Commission européenne finit par briefer Pascal Lamy qui va faire la matinale de France Inter le lundi matin, en urgence, parce que c'était le seul qui pouvait y aller finalement, parce que tout le monde était à Osaka. Et moi j'adore Pascal Lamy, il ne représente plus lui-même. Ou l'Institut Jacques Delors éventuellement, mais il n'est plus commissaire européen, il n'est plus membre de l'OMC. Et donc en fait cette parole-là, désincarnée, c'est ce qu'on offre aux citoyens dans un temps critique où l'actualité est chaude, parce qu'on manque de surface. Et donc, déjà, les acteurs du haut vers le bas, ils ne donnent pas vraiment les moyens de communiquer vers les Français, et c'est une vraie problématique sur laquelle on est en train d'évoluer, mais il y a un problème structurel. Il y a un autre problème structurel qui est du bas vers le haut, de la France vers l'Europe, c'est qu'il n'y a aucun moment où on débat entre nous de la politique européenne.
C'est un truc du président de la République, c'est super joli, sauf que comme vous voyez avant le Conseil européen, au Bundestag, Olaf Scholz, il se tape toute son opposition en disant ça c'est ma position et on va avoir des débats contradictoires. Le fait on met des visages sur le clivage. Au Parlement danois, c'est carrément au niveau du Conseil de l'Union qu'on a un débat en commission des affaires étrangères pour acter un mandat de négociation. Donc je ne suis pas sûr que la France soit mature pour aller jusque-là, mais je dis juste, nous avons des députés, des sénateurs dans la pièce, il y a je crois une réforme institutionnelle qui est en cours, il y a aussi une réforme sur le débat public. Il faudrait des temps où nous médiatisons nos oppositions nationales sur la question du projet européen. Et ça, c'est une vraie problématique qui permettra, j'espère, à faciliter le travail à nos amis présents en mettant des visages sur des clivages, des visages connus. Parce que bon, c'est clair qu'aller mettre des députés européens que personne ne connaît parce qu'en fait le truc s'autogénère pour débattre d'une politique européenne qui sera actée dans 5 ans, bon, je comprends que ce ne soit pas sexy sur un talk show qui doit traiter d'actualité chaude. Donc, des visages sur des clivages, et déjà que le temps politique français scénarise les différences politiques européennes. Et le dernier sujet, je finirai là-dessus, c'est la question de la priorisation éditoriale dans nos grands médias. Et c'est là où peut-être que je vais permettre quelques remarques. Je ne fais pas votre métier, mais je vais quand même faire quelques constats. Il y avait quelque chose qui avait fait du bruit et qui, moi, m'avait fait plutôt marrer parce que c'est juste l'expression visible de quelque chose de quotidien. C'est qu'au dernier discours sur l'état de l'Union, au premier discours sur l'état de l'Union de Ursula von der Leyen, le présentateur du JT de France 2 avait dit en bref, à l'étranger, nous allons traiter du discours d'Ursula von der Leyen. Le truc était à Strasbourg et ils avaient accordé 14 secondes à ce discours. On avait notamment proposé un pacte migratoire qui est aujourd'hui en discussion au niveau européen et qui doit notamment répondre à un débat public français qui est est-ce qu'on a besoin ou non de déroger aux règles européennes pour appliquer une politique stricte sur la question migratoire. Donc vous voyez, c'était il y a 4 ans. Et en fait, c'est un truc qui est un débat qui couvre à petit feu au niveau européen et auquel on se donné une visibilité suffisante pour essayer d'éviter les Frexit juridiques que sont en train de préparer les républicains. Je finis. Et donc là-dessus, il y a une question de priorisation. Et moi, je suis quasi sûr que quand vous avez 10 sujets qui arrivent sur la table en conférence de rédaction, et ben, le sujet de politique nationale il passe toujours avant. Pourquoi? Parce qu'il est plus facile à traiter. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup plus de moyens humains, en rédaction, formés, dispo et les contacts. Et donc regardez le nombre de correspondants à Bruxelles des médias publics français. J'ai un immense respect pour la rédaction de TF1 LCI, mais je ne crois pas qu'il y en ait qui est de correspondant à Bruxelles, ou en tout cas pas de quelqu'un structurel, statutaire. Et pour tous les autres médias, à part européens, privés, français, audiovisuels, wallon. Aucun représentant permanent qui ait des contacts, qui soit structuré. Non, privé, j'ai dit. Évidemment, il y a des représentants publics de France Télévisions, il y en a 2, dans les France, il y en a 1, je crois. Et donc, mais par contre, si vous comparez ces chiffres avec la présence des médias publics allemands, et là, on est sur un rapport d'1 à 2. Donc, ça peut être une question d'investissement. Une question d'investissement humain, mais en fait, une question qui, pour moi, reflète un autre truc, qui est priorisation éditoriale dans les différentes rédactions. C'est clair que toutes les éditions d'information ne sont pas les mêmes, mais sur celles qui sont à plus forte audience, bah, c'est là où on voit que l'Europe, finalement, finit toujours par passer après d'autres sujets. Non, c'est ça. Ça me permet, dans le prochain intervenant, de rebondir, c'est que, comme vous savez, j'étais membre de la mission d'information sur l'audiovisuel public. On a reçu, on a auditionné de très nombreux responsables de chaînes, de radio publiques et privées d'ailleurs. Et à chaque fois, je leur posais la même question qu'on se pose aujourd'hui, et l'Europe dans les médias, on peut dire si, on le traite dans les actualités internationales. Et donc, à quoi je répondais, non. Il y a des actualités françaises, il y a des actualités européennes, notre Europe, et des actualités internationales. C'est encore autre chose. En tout cas, c'est ma position. Eh bien, je vais me permettre, merci beaucoup Théo, je vais me permettre de présenter notre intervenant suivant, Eric Valmier. Donc, vous êtes secrétaire général à l'information de Radio France, groupe dans lequel vous travaillez depuis 1999, si je ne me trompe pas. Un peu plus, bon, un petit peu raccourci le mandat. Vous êtes spécialiste des enjeux internationaux et vous avez été successivement grand porteur de 2001 à 2006 dans les conflits du Kosovo, d'Irak, d'Afghanistan, qui ne sont pas des terrains simples, et correspondant qui nous intéresse un peu plus à Rome, de Radio France, et animateur de France Inter de 2011 à 2015. Vous avez conduit notamment l'émission Partout ailleurs, qui traitait de l'actualité internationale. Donc, quelle est l'attitude aujourd'hui des auditeurs vis-à-vis des actualités européennes, et toujours dans le même prolongement de ce qu'on a dit précédemment, en fait, de la prise de conscience de ce qui se passe un peu sur notre frontière est, avec la guerre en Ukraine, et puis même au-delà, ce qui s'est passé avec la crise du Covid, et aussi à la veille de l'élection.
Il y a quand même beaucoup de choses. Hein. Donc j'essaie de structurer ma réponse. Déjà, dans ce que vous avez dit, moi je viens pas ici, je dis ça va être notre fait pour présenter, je viens pas ici dans une posture défensive. Si je pensais qu'on ne faisait pas notre boulot, je ne viendrais pas. Et surtout, si je ne partageais pas les valeurs européennes, je ne serais pas là. Déjà, et je ne pense pas d'ailleurs qu'il y aura un problème entre Adrien et moi dans les réponses, parce que nous sommes tous les deux journalistes et attachés à la valeur de l'information. Donc ça, c'est déjà la clé de voûte, en quelque sorte. Comment on est structuré à Radio France? Déjà, le chiffre de 3%, je serais curieux de savoir comment il a été statistiquement conçu. Parce qu'il y a évidemment le rendez-vous défini, le rendez-vous de l'actualité de l'Union européenne, mais il y a aussi tout ce qui infuse le reste, qui infuse les journaux d'information, qui infuse les émissions, les magazines, les productions. Et en fait, c'est vrai que les rendez-vous dédiés à l'actualité de l'Union européenne, il y en a eu de moins en moins pour des raisons d'audience. Et j'en suis le premier affecté, mais c'est un principe de réalité, quand vous dites le mot Europe, ça ne marche pas. Ça ne marche pas auprès des auditeurs, auprès des lecteurs, des internautes, de ce que vous voulez. Donc comment rattraper ça? Ça souffre alors, évidemment de plein de préjugés, mais vous les avez très bien définis. Le premier étant technocratie, incompréhensible, et surtout une idée reçue, une idée fausse, qui tendrait à penser que l'Union européenne et l'actualité de l'Union européenne, c'est quelque chose qui est très loin du citoyen, très loin de ses préoccupations du quotidien. Et donc notre défi, c'est de montrer le contraire. Comment l'Europe, justement, est dans notre quotidien. S'il n'y avait plus les décisions de l'Union européenne, qu'est-ce que ça changerait dans le quotidien? Cet exercice, on le fait à chaque élection. Cet exercice, à chaque élection, on fait aussi les compétences. Vous avez très bien souligné qu'on confondait Conseil de l'Europe, Conseil de l'Union européenne, Conseil européen, Parlement européen, que même des grands présentateurs pouvaient confondre Strasbourg et Bruxelles. C'est vrai. Et depuis 15 ans à Radio France, on a aussi un programme de formation pour les journalistes. 300 journalistes sont passés, dont moi. Je l'ai fait même 2 fois tellement ça m'avait plu. Une fois à Strasbourg, une fois à Bruxelles, sur 4 jours, où on participe à les commissions, où on regarde les ateliers, où on dîne avec des eurodéputés, où on échange pour mieux comprendre les modes de fonctionnement. Parce qu'on est quand même passeur de relais. Et si on ne sait pas de quoi il est question, c'est difficile d'en parler. Les journalistes de Radio France participent régulièrement, un par un, au cycle des hautes études européennes. Là aussi pour fabriquer une culture générale, un background. À partir de là, on a un correspondant qui est à Bruxelles. Je vous donne l'infrastructure éditoriale. Après, on pourra parler de ce qui se passe sur les antennes. Mais un correspondant à Bruxelles qui va ne faire que de l'info sur l'Union européenne, l'actualité de l'Union européenne. Et nous avons un pôle Europe à la rédaction internationale de Radio France qui infuse toutes les rédactions, c'est-à-dire France Inter, France Info, France Culture et France Bleu, parce que France Bleu aussi, même si ce sont les locales, est concernée par l'Europe. Et bien là, on a 4 journalistes dédiés rien qu'à l'Europe, et qui, à chaque décision ou actu de l'Union européenne, vont aller faire des reportages dans les pays qui sont concernés, pour donner d'autres exemples, et pour montrer comment vit l'Union européenne. Donc oui, il n'y a pas de rendez-vous dédié, mais tout ça, ça infuse dans les antennes. C'est notre pari, en fait. Et c'est notre pari depuis toujours. Je pense qu'on décortiquera peut-être tout à l'heure ce que font les uns et les autres. Mais pour répondre à votre question sur la crise en Ukraine, la guerre en Ukraine et le Covid, oui, ces 2 éléments ont renforcé le rôle de l'Europe. Mais pourquoi? Parce que c'est apparu déjà dans l'actualité comme un temps fort. L'Europe n'était plus perdue dans des tergiversations, l'Europe agissait, l'Europe se montrait forte et parlait d'une seule voix, ce qui allait à rebours des idées reçues de cacophonie ou d'États membres qui ne s'entendaient pas entre eux. D'ailleurs, un fait sur lequel avait misé Vladimir Poutine. Et ça s'est retourné contre lui. Donc oui, de fait. Mais il y a encore plus important que ça. La Covid, vous l'avez dit, la crise sanitaire a permis justement, j'aime autant parler de l'Agence européenne des médicaments. Ça a été extraordinaire. On a eu beaucoup d'intervenants depuis Bruxelles sur ces sujets-là. Et alors, très important, une nouvelle génération d'eurodéputés est arrivée en 2019. Et cette génération d'eurodéputés, on l'a découverte aussi lors de la présidence française de l'Union européenne. C'est-à-dire que le premier semestre 2022, on a fait des heures d'antenne à Bruxelles,
où on a découvert des eurodéputés qui se sont invités. Vous savez comment ça marche les médias, ce qu'on appelle les bons clients. Dès qu'on en trouve un, on le garde. Et bien là, on a eu plein d'eurodéputés bons clients qui se sont révélés à la connaissance des attachés de production, des journalistes et des intervieweurs et qui les ont. On n'a jamais entendu un homme comme Pierre Karaskin, qui est comment Karaskin, mais on l'a jamais autant entendu, mais qui le connaît dans la scène politique française, par exemple. On l'a jamais autant entendu sur France Info et France Inter lors des débats sur la pêche. Océanographe de formation, qui connaissait son sujet et qui, de fait, s'est imposé. Et il y a d'autres exemples comme ça qui se sont imposés. Et donc finalement, on a là aussi, et ça rejoint un peu ce que vous dites, et c'est un signe pour l'avenir. Quand on dit la politique en France, les élus, il y a la crise de vocation, c'est-à-dire que les élites ne s'occupent pas de nous, ils sont enfermés dans leur tour d'ivoire, ils ne connaissent rien. Les eurodéputés montrent la connaissance des dossiers et apparaissent presque comme des travailleurs finalement, parce qu'avec eux on ne parle pas de politique politicienne, on parle de fond de dossier. Et ça aussi c'est une valeur ajoutée pour les débats européens, parce que finalement... Pardon ? Non, mais je peux entendre. Je peux entendre un commentaire. Je disais, nous, en tant que parlementaires national, on aimerait bien aussi aller Oui, bien sûr. et moins être dans la politique politicienne. Mais exactement, mais je n'ai pas dit que c'était de votre fait. Vous êtes pris dans une autre tenaille, qui est une tenaille médiatique de politique politicienne. Mais c'est vrai. Sauf que l'Europe étant vierge de ça, puisque c'est pour ou contre l'Europe à chaque fois, que finalement, dès qu'on s'empare d'un dossier, on ne parle que de ce dossier-là. Et que, évidemment, on a oublié de parler du Brexit aussi. Le Brexit aussi, ça a été un formidable élan pour parler de l'Europe. Donc, je ne vais pas faire très long, mais parce que je pense qu'il y aura un échange ensuite et on pourra rentrer dans les détails. Moi, je suis prêt à répondre à toutes les questions et essayer de vous prouver le bien fondé de nos démarches. On sait que c'est titanesque. Mais tous les 5 ans, c'est la même histoire. Tous les 5 ans, on s'engage avec les mêmes constats, on s'engage avec la même bonne volonté. Et à la fin, on a un taux d'abstention record, tout le monde s'en fout, et on est là bravalant à avoir... Pardon ? Non, c'est vrai, et heureusement, c'est un signe. C'est un signe d'espoir. Mais souvent, quand même, on peut être un peu déçu par l'engagement qui est mis et le retour qu'on a. Très honnêtement. Merci. Alors, je vais vous présenter l'intervenante suivante, qui est ma collègue et amie Céline Thiley. Donc, alors je vais vous tutoyer parce que les professionnels se vous voient sur le plateau télé, mais en fait, dans la réalité, je tutoie, on se voit suffisamment souvent. Donc, tu es députée depuis 2017 d'Indre-et-Loire, et membre et ancienne présidente de 2017 à 2022, je ne me trompe pas, de la Commission des Affaires européennes. La question de la place de l'Europe t'est chère, et tu étais notamment membre d'un collectif d'élus qui a appelé en février 2020 à faire entrer l'Union européenne à la télévision. Tu as précédé ce débat il y a déjà 2 ans. Et un an et demi plus tard, tu as présenté un rapport de cette Commission des Affaires européennes relatif à la prise en compte des sujets européens dans les médias audiovisuels européens. Et donc il était sorti le constat du retard français en la matière sur ce sujet. Dans les 3 grands axes, je lis sur mon document: renforcer les obligations de traitement des sujets, créer un statut de journaliste spécialisé dans le sujet, on a 2 présents sur le plateau, et réfléchir à une nouvelle forme d'information sur ce sujet toujours. Donc tu as consacré une grande partie de ton mandat précédent, et même on peut dire du mandat qui suit, sur ce sujet. Ton rapport 2020 sur l'Europe, vers l'amélioration de la visibilité des enjeux démocratiques européens. Pourquoi ce rapport était-il important? Et peux-tu nous préciser les constats et les propositions qui en découlent? Je vous remercie. Merci beaucoup. Bonjour à tous et toutes. Bonjour à tous. Et merci beaucoup pour organiser cette réunion. Je crois que c'est important pour faire un petit peu le point. Je vois que Théo est toujours aussi passionné parce qu'il a contribué aussi au rapport la dernière fois. Surtout, je me suis appuyée un peu aussi sur ces chiffres et vous entendez peut-être mon petit accent, un petit élément supplémentaire. Je suis franco-allemande.
Donc j'ai la double nationalité et toujours un regard aussi un petit peu outre-Rhin. Et d'ailleurs, il est vrai que quand on voit les journalistes accrédités de l'Allemagne à Bruxelles, il y a une quarantaine, donc il y a vraiment une puissance bien meilleure que la nôtre. Mais je vais vous dire aussi, je vais tout de suite dire, la faute n'est pas que aux journalistes. Ça, il faut le dire aussi, parce que nous sommes tous responsables. Parce que déjà, on est assez autocentré aussi chez nous. Et j'ai envie de dire, le député national, pour moi, est le chaînon manquant dans l'information sur l'Europe. Et chez nous, à l'Assemblée, c'était pendant 5 ans ma bataille, c'était de rehausser, de faire comprendre qu'il y a une commission des affaires européennes à l'Assemblée nationale, qu'on a justement besoin aussi des débats avant les grands sommets européens. Comme le disait Théo, j'en ai assisté à plusieurs en Allemagne sous l'ère Merkel. Donc avant chaque grand sommet, donc il y a une discussion et chaque groupe politique peut donner son avis. Ce qui fait aussi que les journalistes s'y intéressent. Je veux dire, nous, on ne leur donne rien en réalité. Donc on a besoin de faire ça ici. Et surtout besoin de faire le lien entre l'échelon local, national et européen. Parce que l'Union européenne, ce n'est pas une entité nébuleuse, idéologique qu'on veut imposer à qui que ce soit. Donc là, je vous invite d'une certaine manière d'être ni eurosceptique ni europhile, mais soyons un peu plus europragmatiques et voyons que l'Union européenne est aujourd'hui souvent l'échelon pour mieux faire face à nos défis. Et ça, je crois que là, on pourrait aller beaucoup plus aussi vers le monde journalistique, nous, les députés nationaux. Donc il y a une triple responsabilité pour moi. Il y a les institutions européennes, ça a été dit aussi, qui doivent faire beaucoup plus d'efforts quant à leur image de transparence et il y a une forme de communication de la Commission européenne, mais il n'y a pas une mise en scène. Quelque part, on a là aussi besoin d'une mise en scène, et parfois d'ailleurs ça existe avec certains cinéastes qui ont fait par exemple le film Das Parlament ou le Parlement, et je crois que ce genre de choses fait parfois beaucoup. Il y a donc nous au niveau national, les députés, et ensuite il y a les rédactions qui eux aussi doivent prendre leurs responsabilités. Donc pour moi, la responsabilité sur le manque de traitement des sujets européens dans les médias, il est en fait partagé. Ce n'est pas que les journalistes. Pour vous rassurer, nous avons, nous tous aussi, notre responsabilité là-dedans, parce qu'on doit leur servir quelque chose qui les intéresse aussi. Hein. Donc, et ensuite, je crois qu'il y a 3 niveaux aussi d'information sur l'Union européenne. Il y a l'information déjà sur les États membres qui constituent l'Union européenne. C'est déjà la base. Parce que moi, je suis bien placée pour savoir combien les questions interculturelles, par exemple, jouent dans la compréhension ou dans la mauvaise compréhension de ce qui se passe au niveau européen. Je le vois déjà entre la France et l'Allemagne. Je donne souvent cet exemple, quand vous dites industrie de la défense, je suis à la commission de défense aussi, qu'est-ce qu'on entend en allemand d'abord? Il entend industrie, retombée économique. Qu'est-ce qu'on entend en français? Défense, défense de nos intérêts. Alors vous imaginez, les deux se rencontrent, en réalité ils ne parlent pas de la même chose. Donc c'est très important aussi à ce qu'on a dans l'audiovisuel ou dans les médias de l'information tout simplement sur les États membres, la base. Ensuite, on a besoin d'une information, une forme de pédagogie sur les institutions européennes et on a besoin évidemment d'informations sur l'actualité européenne. Là aussi, je trouve qu'il y a ces 3 éléments qu'on devrait beaucoup plus prendre en compte. Je soumets ça à votre réflexion. Mais vous savez, si je peux me permettre, il y a aussi un problème de culture générale, civique presque, sur le fonctionnement des institutions. Parce qu'on parle de l'Europe aujourd'hui, mais si on prend les élections régionales, on se retrouve, alors qu'on pourrait penser que le citoyen est au courant de ce qui se passe, on se retrouve à faire toujours de la pédagogie sur les compétences d'un conseil régional, son fonctionnement et ce qu'il fait à chaque élection. Finalement, il n'y a que la présidentielle et les législatives où c'est à peu près clair, et finalement pour les autres élections, on voit bien qu'il y a un défaut de connaissance. Oui, un défaut de connaissance. On se demande dans quel canton je suis élu, vous savez, la connaissance. Oui, on l'a vu aussi lors des élections législatives, on fait une confusion entre l'échelon exécutif et le législateur. Hein. En général, les gens ne connaissent même pas notre fonction en réalité.
Alors parlons de l'Europe, évidemment. Mais je refuse l'idée que l'Europe soit compliquée. On parle toujours du triangle institutionnel européen. Je suis désolée, regardons le triangle chez nous. L'Élysée, Matignon, le Parlement. C'est la même chose en réalité. Donc il faut aussi un peu démystifier l'échelon européen et surtout aussi sortir du purement financier. À chaque élection européenne, on va nous dire je donne combien, je récupère combien. Alors ça, je trouve ça hyper contre-productif. Il faut toujours le point, bah oui, dans ma région, il y a ça, l'Europe a fait ça. Non, la valeur ajoutée de l'Union européenne, ce n'est pas ça. Et on n'en parle jamais. Et peut-être avec la guerre en Ukraine, on devrait souligner beaucoup plus ça. Qu'est-ce qu'on a fait après la Deuxième Guerre mondiale? On n'a jamais fait ça dans l'histoire de l'humanité. On a essayé ensemble de créer un espace de droit pour que plus jamais le pouvoir prenne le pas sur le droit. Et ça, on a réussi. On a aujourd'hui une Cour de justice. On a 27 États membres parlant 24 langues différentes. Vous voyez déjà dans une famille, parfois, pour se mettre d'accord, ben finalement, on y arrive. On n'est pas devant rien. On a encore plus qui existe et qui fait en sorte que des gens comme Poutine et autres autocrates, ben, ils n'aiment pas de tout ça. Parce que ça nous protège aussi, le droit. Et c'est ça pour moi la valeur ajoutée, avant même l'économie et tout le reste. On va passer au Parlement. Je vais me permettre de passer la parole à notre intervenant suivant, donc Adrien Gèvre. Vous travaillez depuis 18 ans dans les médias, peut-être un peu plus, ça veut dire, je ne sais pas. Je suis peut-être mal renseigné, en tout cas, presque la moitié de votre vie. Et vous êtes passé notamment par RTL, BFM TV et désormais LCI, TF1. Vous êtes chef du service politique de TF1 LCI depuis 2018 et vous êtes intervieweur politique dans l'émission Le Grand Jury de RTL. Je n'ai pas les lunettes, donc du coup j'ai perdu le fil. 8h30 de LCI, ça y est, je vais y arriver. Donc en fait, à la suite de toutes les interventions qu'il y a eu, et notamment celle de Théo Verdier, que fait le groupe TF1, notamment LCI, pour renforcer l'importance de l'information, des actualités communautaires dans l'information nationale? Voilà, c'est une première question. Merci beaucoup et bonsoir à tous. Effectivement, vous avez raison et vous l'avez tous souligné, l'Europe c'est un sujet particulier. Mais à titre personnel, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Donc je vais pouvoir vous en parler avec une histoire personnelle. Il se trouve que j'ai étudié dans un cycle franco-allemand, j'ai passé un an en Allemagne, j'ai couvert un nombre de conseils européens, je pense à peu près incalculable dans ma vie précédente de reporter. Et aujourd'hui, avec la direction de l'information de TF1 ici, on se pose en permanence la question de comment on couvre cette Europe. Alors je me permets juste une petite précision d'état, vous mettez en titre l'Europe dans nos médias. Je crois pour le coup que tous les médias traitent l'Europe de la même manière, que ce soit le service public bien sûr parce qu'il y a des spécificités, mais même au sein des médias privés. Et même chez nous, TF1, chaîne généraliste et LCI, chaîne d'information, ont deux approches différentes par structure, parce qu'elles n'ont pas la même vocation et pas la même manière de fonctionner. Donc vous avez tout à l'heure souligné le fait qu'il n'y ait pas de chronique quotidienne de l'actualité européenne. Je vous confirme, et pour le coup, ce n'est pas du tout la manière dont nous, on voit notre mission. Dans le cadre de notre liberté éditoriale, nous, on est effectivement convaincus que l'important, c'est de traiter de l'actualité, quand il y a des choses à dire, des choses à montrer, des enjeux, et que ce n'est pas le fait d'entretenir un bruit de fond, un clapotis, qui fera avancer le sujet, les sujets européens. Je vais prendre un exemple national. On ne fait pas non plus la chronique quotidienne des débats parlementaires. Et je peux vous dire qu'on en ferait même toute la journée, matin, midi et soir, que je ne suis pas sûr que l'intérêt des Français pour le débat parlementaire grandirait. Ce n'est pas forcément la quantité qui suscite l'adhésion, ce n'est pas forcément la quantité qui amène la qualité. Donc nous, comment est-ce qu'on voit les choses? C'est ce que je voudrais aussi vous expliquer ce soir, pour que vous compreniez la manière dont on travaille, et nous, on pense devoir faire notre travail. Nous, on pense qu'il faut savoir se concentrer effectivement sur certains mots, et on le fait avec des choix. Je vais prendre un exemple très concret. Quand on est sorti de la première vague de Covid, à l'été 2020, avec le président français, vous connaissez bien ici, s'est engagé personnellement pour faire aboutir le plan de relance européen. On a fait un choix éditorial. On l'a accompagné, embarqué dans toute cette tournée dans les pays européens pour convaincre un à un les dirigeants européens de le suivre et de s'associer à cet plan de relance européen et de faire aboutir. Ça a donné un format long de plusieurs minutes dans le cadre du journal de 20 heures
qui a été suivie d'une interview du président de la République dans le journal de 20 heures, uniquement consacrée aux questions européennes et à rien d'autre. Nous, on pense qu'il est beaucoup plus efficace d'avoir un format long, un temps long pour expliquer les choses en détail, les montrer en détail, plutôt que de faire, effectivement, vous étiez là, 10 secondes, 30 secondes, par-ci par-là, parce qu'on est assez convaincu que sur des formats courts, les gens n'ont pas le temps de retenir. Et en réalité, la plus-value qu'on peut apporter aujourd'hui, nous, justement, c'est de prendre ce temps. Vous avez tous des téléphones portables, vous avez tous des notifications, des pushs, une info par-ci par-là, tout le monde peut la voir. En réalité, nous, on pense que notre intérêt, et ce qu'on peut apporter à nos téléspectateurs, c'est de prendre le temps de montrer les choses. Pareil, en termes d'impact, quand je vous dis, dans un seul journal de 20 heures, on a un reportage de plusieurs minutes sur toute une tournée européenne, plus une interview du président de la République, c'est ce qu'on appelle un combo combiné. Ça veut dire que pendant potentiellement un quart d'heure, on essaie de même faire 20 minutes, il y a 5 millions de téléspectateurs qui sont exposés au sujet européen et qui, quand ça dure 15-20 minutes, n'échappent pas d'une certaine manière. Ils sont devant leur télévision, ils suivent et ils sont avec nous. J'entends tout à fait ce que vous disiez sur le fait que si on fait les chiffres en pourcentage, peut-être qu'on est sur des pourcentages. Mais rendez-vous compte, rien que sur l'antenne de TF1, l'information, c'est plus de 1100 heures par an. Donc quelques pourcents de 1100 heures, on est à l'échelle du journal sur une centaine de sujets liés aux thématiques européennes sur l'année. Donc si on fait des moyennes, en fait ça fait un tous les 3 jours. Donc il y a quand même une présence européenne qui est très conséquente. Ensuite, après, ils n'auront pas échappé qu'on fait la télévision. Faire la télévision, je vais dire une évidence, c'est donner à voir, c'est illustrer, c'est avoir les accès, c'est pouvoir tourner des images. Il se trouve que les institutions européennes ne fonctionnent pas comme ça. Ce n'est pas des institutions européennes qui fonctionnent sur l'ouverture et sur l'accès. Je vais vous donner un exemple très concret. Pendant la période du Covid et tous les mois qui ont suivi, le Conseil européen était inaccessible aux journalistes. Je dis bien inaccessible. On a quand même fait le choix, dans le groupe TF1, et d'autres médias ont fait le même, on n'est pas non plus les seuls, d'envoyer malgré tout un journaliste à Bruxelles pour chacun des conseils européens. Pour vous donner une idée, le journaliste était dans sa chambre d'hôtel, au cas où un accès se débloquerait pour pouvoir avoir accès au Conseil européen. Le Conseil européen, par exemple, je pense que c'est encore aujourd'hui l'un des seuls événements institutionnels qu'on couvre de manière systématique. On envoie toujours une équipe couvrir le Conseil européen. Je pense qu'on peut mettre une autre exception avec le Conseil des ministres français. Pareil, on envoie toujours une équipe au Conseil des ministres français. Même l'actualité parlementaire française ne bénéficie pas du même traitement de fidélité. Donc dire on ne traite pas les sujets européens, c'est actuellement faux, puisqu'en l'occurrence on est à chaque Conseil européen. Après, il y a, je vous disais, des formats différents. Je viens de vous parler de TF1, la manière dont on voit les choses pour le 20h par exemple. Et il y a LCI, la chaîne d'information. Vous l'avez souligné, la guerre en Ukraine a effectivement changé la donne, je vous confirme, puisque depuis 15 mois maintenant, l'antenne de LCI est très largement consacrée aux enjeux liés à la guerre en Ukraine. Donc quand on dit la guerre en Ukraine, on dit bien évidemment l'Europe, on dit la politique, l'économie, on a l'occasion de parler des énergies, industrie, défense, bien évidemment, tout ça, ça vient avec. Et ça veut dire des acteurs. Ça fait des années déjà qu'on n'a pas attendu la guerre en Ukraine pour recevoir des acteurs européens. Thierry Breton, vous l'avez cité, commissaire européen, français, francophone. Hasard de calendrier, il était encore mon invité hier matin à 8h30 sur LCI. Je suis pas sûr, je ne l'ai pas programmé exprès pour faire le bon élève ce soir. J'ai même ouvert une confidence. C'est même parti sur le premier débat qu'on se fait entre nous. T'as pas d'invité pour demain, invite Thierry Breton. Parce qu'effectivement, il se trouve que c'est un très bon invité, c'est un très bon client. Il a une grande capacité de vulgarisation, d'explication. Il envoie parfois le mot trilogue et dans une interview, on est obligé d'intervenir pour qu'il explicite ce terme qui effectivement n'est pas connu de tous nos téléspectateurs, même sur LCI, alors qu'on a une audience qui est passionnée de ces sujets. Après, on a réussi à faire venir ces derniers mois également sur notre antenne le président du Conseil Charles Michel, la présidente de la Commission sur la von der Leyen. Mais ne croyez pas que c'est facile. En fait, il y a un énorme travail de conviction de notre part de leur dire on est un média français, voilà votre intérêt aussi de venir parler à des Français quand on a effectivement 27 pays dans l'Union. Mais je veux dire, on n'a pas attendu la guerre en Ukraine. Vous nous parlez des élections dans un an. Je vais vous faire une petite confidence et j'espère que mon collègue Radio France bouche sur les oreilles. J'ai déjà lancé des invitations pour le débat entre têtes de liste de la future campagne européenne. J'ai déjà fait savoir à chacune des familles politiques que LCI, comme en 2019, souhaitait organiser le premier débat entre têtes de liste de la campagne des européennes. C'est pas votre famille politique, répondez plus vite. Et pour tout vous dire, comment en 2019, on a fait exactement la même chose. Je me suis
suis personnellement chargé de l'organisation du débat entre têtes de liste en 2019. Et je peux vous dire qu'on nous dit on a envie de parler Europe, on a envie de parler Europe. Ça a été un travail homérique de faire en sorte que toutes les familles politiques françaises acceptent un débat entre têtes de liste. D'ailleurs, je dis un débat, en fait je voudrais dire 2 débats, parce qu'on avait fait 2 débats sur la même soirée. Un premier débat à 18h entre 7 têtes de liste, un deuxième débat à 21h entre 7 autres têtes de liste. On avait exposé sur une trentaine dans la même soirée 14 têtes de liste différentes. Il y avait beaucoup de listes européennes en 2019. J'espère qu'il y en aura un petit peu moins cette année. Mais il ne faut pas croire que quand nous on veut traiter l'Europe, on nous répond forcément automatiquement en face. Pas de souci, on est ravis de le faire, on vient volontiers. Je vais même vous faire une autre confidence qui concerne votre famille politique. Vous savez que quand il y a des élections, on organise des soirées électorales à la télévision, la radio fait pareil, avec des invités qui viennent de chacune des familles politiques. En 2019, même chose, on fait un plateau à 20h sur TF1. Et bien pour tout vous dire, on ne le répéterai pas, mais la seule famille politique qui, la veille du scrutin, a décidé de changer l'invité qui a été calé depuis des semaines, c'est la vôtre. La famille qui se prétend la plus européenne et qui a mis TF1, première chaîne, en difficulté à 24 heures du scrutin sur la représentation en plateau. On n'a aucun problème avec le Rassemblement national, aucun problème avec la France insoumise, etc. Donc il faut aussi que cet enjeu-là, il faut nous aider en fait, c'est un peu ce que je veux vous dire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire qu'en fait nous, on peut par notre bonne volonté ou la réussite des seul réussir à parler d'Europe. Parfois on a besoin qu'on nous ouvre les portes, parfois on a besoin qu'on accepte nos invitations, nos propositions, ou qu'on nous aide à donner du souffle et de l'élan aux différents événements qu'on organise. Après, il y a un point qui me paraît très important que vous avez évoqué tout à l'heure, l'Europe versus les institutions européennes. J'ai bien à l'esprit que pour vous, il est important qu'on parle des institutions européennes. Moi, je suis assez convaincu, on est assez convaincu à la rédaction de TF1 LCI, qu'on ne peut pas résumer l'Europe aux seules institutions européennes. Que l'Europe, c'est 27 États, 27 pays, qui ont des réalités. Et pour le coup, quand je disais tout à l'heure, il faut incarner. En télévision, si vous faites des choses désincarnées, vous perdez tout le monde. Et en fait, la conclusion que les téléspectateurs tireront, c'est que ça n'a aucun intérêt. Donc nous, on fait tout pour donner à voir, montrer ce qui se fait ailleurs en Europe, découvrir des cultures, découvrir des manières de faire. Ça ne passe pas forcément par le fait d'avoir une personne à plein temps à Bruxelles, en effet. Moi, je vous confirme que ce n'est pas du tout notre manière de voir les choses. On pense que c'est une vision complètement dépassée de la manière de découvrir l'actualité. Je vais vous prendre un exemple qui date de ce week-end. Il se trouve qu'en Finlande, il y avait une actualité liée à l'électricité, au marché de l'électricité, avec des prix qui sont en partie facturés à taux négatif. Bon, je simplifie parce que la réalité est un petit peu plus complexe que cela. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a envoyé de Paris une équipe qui est partie en Finlande, la veille pour le lendemain. On a décidé de faire le reportage le jeudi, l'équipe est partie le vendredi, c'était à l'antenne du 20h de samedi. J'imagine que vous l'avez tous regardé. C'est pour vous dire qu'en fait, nous, on fait le choix d'une rédaction de projection, pour être capable d'être présent partout où c'est nécessaire, chaque fois qu'un sujet le justifie. On n'a pas de correspondant en Ukraine. Et pourtant, ça fait 15 mois qu'il y a en permanence au moins une équipe du groupe TF1 en Ukraine. Au moment où je vous parle, il y a même 4 équipes qui couvrent le conflit. On n'a pas besoin de correspondants permanents pour faire ça. Après, il y a des rotations très longues. Sur la partie russe, par exemple, on n'a pas de bureau en tant que tel à Moscou. Pourtant, là, on a un journaliste qui est parti 3 mois, de manière ininterrompue. Donc, il ne faut pas se dire un bureau égale une bonne couverture, pas de bureau égale une mauvaise couverture. C'est pas la réalité, c'est à quoi correspond notre travail. Je termine juste un mot pour souligner. Il y a aussi le fait de ce qu'on fait, puis est-ce que les gens, et peut-être vous-même ici présents, regardent différemment. LCI a été la seule chaîne d'information, mercredi 31 mai, à diffuser le discours du président français à Bratislava, au sommet global sur les enjeux de sécurité et de défense. J'espère que vous l'avez tous regardé, puisque tout le monde se passionne pour les enjeux européens ici. Il a eu une phrase qui me paraît assez importante, je me suis noté parce qu'elle m'avait interpellé. Il parlait du projet européen, il disait « Ce projet n'écrase pas nos identités nationales et nos projets nationaux, mais nous permet de les conjuguer dans un récit qui les dépasse. » C'est une phrase qui me paraît très intéressante parce qu'elle nous montre une chose, c'est qu'il ne faut pas se dire qu'en parlant de Bruxelles, on a réglé la question. Il y a 27 pays, moi j'y reviens, on est vraiment convaincu que notre travail c'est de parler des 27 pays, pas simplement de Bruxelles. Et il faut savoir aussi, il faut que les pro-européens acceptent la critique. Il a une autre phrase, alors que le président n'est pas soupçonnable de pas être pro-européen, il disait à propos des enjeux de sécurité, de défense, de capacité à créer des garanties de sécurité, un tel qui lui est cher, nous n'avons pas su apporter une réponse européenne. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels il n'y a pas de réponse européenne. Et nous, on n'est pas là pour dire et pour faire croire aux gens qu'il y a une réponse européenne. On est pour montrer les forces, les faiblesses, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et il faut accepter, je crois, cette pluralité de la couverture, parce que c'est peut-être ce qui fera aussi la cause européenne.
et parce que c'est aussi ce qui permettra de donner l'image la plus juste à nos téléspectateurs et donc aux Français. Je crois qu'on aurait tout à perdre si on essayait de montrer une réalité enjolivée des institutions européennes et de vouloir faire croire que tout marche et que tout est parfait, parce qu'en réalité, ce serait la meilleure manière de faire croire aux gens qu'on leur ment et qu'on ne leur restitue pas ce qu'est la réalité de l'Europe aujourd'hui, avec toutes ces imperfections. Merci beaucoup. Avant de passer aux questions de la salle, je vais laisser encore la possibilité aux différents intervenants de s'interpeller les uns les autres, de manière courte si c'est possible. Alors, de manière très courte, déjà, merci beaucoup à tous les trois et merci beaucoup à Adrien parce que, autant je te dis, c'est pas facile, hein, mais c'est possible d'interpeller les Radio France sur ces sujets. C'est plus rare d'avoir les chaînes privées qui répondent. Et j'essaie toujours de conseiller M6 dans un couloir, mais alors si quelqu'un les croise, on peut en parler. Et ben, c'est ça. Et en fait, vous avez dit un truc qui me semble intéressant, c'est la vision dépassée l'idée d'avoir quelqu'un à Bruxelles qui couvre effectivement des couloirs où des députés courent les uns après les autres, font des amendements, etc. Donc j'entends l'idée. Mais en fait, il y a un truc qui vraiment c'est une question de bonne foi. Les 3 exemples que vous avez donnés de moments clés de couverture sont centrés sur la personne du président de la République. Et en fait, je me demande si c'est pas ça la vision dépassée de la couverture des affaires européennes, qui est de faire en fait Tintin à Bruxelles. Je sais que c'est pas l'idée, mais finalement c'est ce qu'on voit à l'écran, par rapport au fait d'avoir, je crois, un clapotis qui dirait, par exemple, on vient de faire une avancée majeure sur la question de comment est-ce qu'on taxe la déforestation à son entrée dans l'Union, qui est un sujet super important. Et quand ce texte historique a été voté, j'ai fait l'exercice pendant 2 jours de regarder JT de TF1, un truc que je fais très habituellement. Je n'ai rien vu sur le sujet et je me disais, tiens, si ça c'était arrivé au Parlement français, je suis sûr qu'on aurait ne serait-ce qu'évoqué. Et donc je me demande s'il n'y a pas une question, peut-être, alors dans la rédaction ou pas, ou soit dans la priorisation, soit dans la culture politique qu'on a, où on est très centré, quand on parle d'Europe, sur la personne du président et pas tellement sur la vie démocratique, pas les institutions, sur la vie démocratique européenne. Alors je plaide coupable, j'ai pris les exemples du président parce qu'on est ici dans une famille politique qui est a priori sensible à l'élection du président de la République. Et ça me paraissait effectivement. Il y a des simples, mais je le redis volontiers parce qu'on est ici au sein de la partie de la majorité et ça me paraît effectivement important. Après, l'année dernière, il y a eu une présidence française de l'Union Européenne. Je vous dirais ce soir, on ne l'a pas couverte parce que c'était le président français, et alors nous vraiment pas le président français, vous auriez trouvé ça très bizarre. Donc pendant 6 mois, effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont passées par lui. Ensuite, je vous disais tout à l'heure, ça s'incarne l'Europe. Je suis désolé, je vais le redire. Ça s'incarne. Donc en fait, ça s'incarne par des personnes. Soit des personnes parce que ce sont des dirigeants et des leaders européens, soit parce que ce sont des, comme on dit entre guillemets, des vrais gens. Quand je dis qu'on est allé en Finlande ce week-end, le président de la République, il n'apparaît pas dans le sujet en Finlande sur les prix de l'électricité. On va faire des reportages. Quand je vous dis que ça fait 15 mois qu'on est en Ukraine en permanence, qu'il y a au moins une équipe des 4 en ce moment, on n'est pas du tout la personne du président de la République. Quand on montre, y compris sur le terrain en Ukraine, l'aide européenne qui a pu parvenir, que ce soit l'aide humanitaire à un moment, que ce soit de l'armement, c'est pas non plus la personne du président de la République. Mais attention parce qu'en fait, quand on traite les thématiques que vous dites, je le redis aussi, on va effectivement, je vous confirme, pas toujours en dire que du bien. Quand on a, en plein Covid, traité la question des masques, des vaccins, c'était des thématiques européennes, on l'a fait. L'agriculture, c'est un exemple parfait. L'agriculture, c'est quand même un des sujets les plus grands publics pour le coup. Le trésor de TF1, vous le savez, traite très souvent de ces thématiques-là, y compris de la dimension européenne. Après, je suis en désaccord avec vous sur ce que vous disiez à l'instant sur le Parlement français, et ça pourrait faire l'objet d'une autre soirée de débat. Non, on ne traite pas non plus, on ne fait pas non plus le compte-rendu quotidien de ce qui se passe au Parlement français. Parce qu'en fait, je vous dis, si la question c'est est-ce qu'on est à nous pour faire l'équivalent d'une notification iPhone, c'est plus du tout la manière dont les chiffres fonctionnent. En fait, vous avez raison, il y a 20 ans, le journal de 20h, c'était un résumé de l'actualité du jour. Ce n'est plus le cas aujourd'hui parce que désormais les usages ont changé. Vous avez des notifications sur votre téléphone, j'en suis les réseaux sociaux. C'est pas réservé aux parlementaires, aux journalistes et aux chercheurs. C'est le cas pour l'ensemble de la population. Donc nous on cherche là où on va pouvoir avoir une valeur ajoutée, une plus-value, vous montrer des choses et vous faire découvrir des choses que vous n'avez pas forcément vues. Et la réalité, c'est que si quelqu'un veut absolument suivre les débats européens, et il peut le faire par lui-même, il n'a pas besoin de nous. Il y a fort heureusement, il faut s'en féliciter, beaucoup de débats qui sont accessibles en ligne. Est-ce que pour autant les gens s'y précipitent massivement? Non. Est-ce que c'est la responsabilité de TF1 de Radio France? Non plus. Donc en fait, nous on fait le choix
de ne pas être là pour dupliquer ce qui est accessible par ailleurs, mais de faire autant que possible, en sorte d'aller chercher par le reportage sur le terrain ce que vous ne pouvez pas voir par vous-même en allant vous-même sur le site des institutions européennes. Est-ce que prendre la parole à Eric et après à Sabine, dans l'ordre qui nous demandait? Moi, je voudrais revenir sur. Je respecte tout à fait le terme, hein, je le prends pas mal, même si je suis pas d'accord avec ça, mais je pense pas que le correspondant soit une vision dépassée. Je sais pas parce que je suis ancien correspondant, mais aussi parce que j'ai vécu quand même l'expérience de correspondant à Rome et au Vatican, et je vois ce que j'ai pu, moi, dans mon métier de journaliste, apporter à ma façon de travailler. Quand on est sur place, on est vraiment dans un principe d'intégration. Et ça vaut pour l'Italie comme ça vaut pour Bruxelles. Quand on a quelqu'un sur place qui sait décrypter tout ce qui se joue, qui peut justement déjà faire le tri de ce qui va intéresser les gens, de ce que c'est. La correspondante à Bruxelles me disait, je me bagarre dans les interviews parce que chaque fois que j'interviewe quelqu'un, il me balance 15 acronymes que je ne connais pas, je suis obligé d'arrêter à chaque fois, on ne va rien comprendre, reprenons à zéro. Donc là, c'est déjà un vrai premier travail. J'ai dit pourquoi c'est important d'être sur le terrain, parce que j'avais fait une expérience fabuleuse quand je faisais l'émission Partout ailleurs à France Inter avec Jean-Marie Colombani et toute une équipe de production, c'est-à-dire qu'on était 15 personnes, on avait fait le tour des 27 capitales européennes pendant toute la saison de 2014, de 2013 à 2014. Et on avait fait tous les vendredis 3 heures d'antenne, on arrivait le mercredi dans la capitale européenne, on faisait des reportages, on avait des invités en politique, on faisait les 3 heures d'antenne le vendredi soir. Eh bien, je suis désolé, c'était super, parce que évidemment, on a vécu, nous, on s'est enrichi, c'était super de faire les 27 capitales européennes. Mais finalement, après coup, je vous dis qu'on a caressé la surface des choses. On était effectivement dans le pays, mais on n'est pas allé on n'a pas eu le temps en 3 jours de savoir ce qui s'y jouait vraiment. On est resté à la surface des choses. Quand on est correspondant, on n'est pas à la surface des choses. On est vraiment correspondant de terrain et on porte une réalité pleine de nuances. Et dans une période qui est quand même bien marquée par la désinformation, les réseaux sociaux, tout ce qui va vite, on va peut-être se laisser balader si on n'est pas sur le terrain par une image un peu facile, par quelque chose qui fait que, oui, c'est une garantie d'une information fiable et vérifiée d'avoir un correspondant sur le terrain. Et ça vaut aussi pour les institutions européennes à Bruxelles, ça ne vaut pas que pour un correspondant à Washington, à Pékin ou ailleurs. Donc je trouve que c'est important. Et puis toujours dans ce principe de parler de l'Europe, je trouve qu'on parle trop des autres pays européens. Si on veut intéresser les citoyens, l'Europe c'est aussi la France. Et d'avoir des gens en région, n'oublions pas que le FEDER est aux régions, et que c'est l'innovation, le numérique, l'économie à faible émission de carbone, des sujets qui sont quand même dans l'air du temps à l'échelle des régions. Il y a ça, d'avoir des correspondants, des radios locales qui puissent en parler, qui sont fiers d'ailleurs de s'emparer des sujets du FEDER, parce que finalement, l'Europe, curieusement, c'est une valeur sûre pour défendre les langues régionales. Vous avez des antennes catalanes, corses, basques, bretonnes, alsaciennes, qui sont très heureuses de parler de l'Europe en de bons termes. Donc parler de l'Europe aussi dans le quotidien des régions et dans le quotidien des territoires, à mon avis, c'est aussi une perspective d'avenir. Merci beaucoup Eric. Je passe la parole à Sabine pour terminer ce petit tour d'estrade et pour laisser le temps, puisque là on a la dernière demi-heure, on va laisser le temps de questions-réponses avec le public. Vas-y Sabine. Oui, moi je voulais aussi rapidement réagir parce que vous avez dit, oui, mais on montre aussi les faiblesses de l'Union européenne, mais il faut savoir aussi qu'est-ce qu'on entend par faiblesse. Parce que souvent les gens disent, on ne comprend pas pourquoi l'Union européenne ne réagit pas là. Elle devrait s'en saisir. Parce que la plupart du temps, elle ne peut pas, tout simplement. Parce que les États membres ne lui ont pas donné la compétence pour le faire. Donc là, on va réagir au niveau intergouvernemental. En réalité, on organise des chefs d'État et de gouvernement ensemble, mais ce qui n'est pas forcément l'Union européenne telle qu'on l'entend. Donc je crois que là, il est quand même important de faire de la pédagogie aussi, parce qu'il y a beaucoup de déceptions par rapport à ça, mais simplement, nous-mêmes, dans nos États membres, on n'a pas voulu que l'Union européenne se saisisse de certains sujets. Et je suis d'accord avec vous aussi, justement, c'est là que les correspondants peuvent jouer un rôle avec cette connaissance, j'ai envie de dire, intime des institutions, et en mettant les forces et les faiblesses en amont pour que nous, électeurs aussi, in fine, après, on décide ou on fait en sorte que nos gouvernements veulent bien abandonner une partie peut-être de leur compétence au profit de cette institution supranationale, ce qui paraît important. Après, ce que vous dites sur les régions aussi, oui, effectivement, justement,
sur le terrain, sinon elle n'a aucun sens. Et ça aussi, on ne le fait quand même pas suffisamment. On ne fait pas les liens, en fait, entre tous les échelons. Comment ça se fait? Voilà, on discute déjà aussi du papier asile et immigration au niveau européen. Nous, on va l'avoir ici sur nos tables bientôt aussi. Et tiens, comment les gens vont comprendre quelles vont être les réactions chez moi? Quand on parle du plan de relance, c'est quand même incroyable. Dans le plan de relance, il y a quand même 40 milliards pour la France. Je veux dire, on ne l'a pas suffisamment souligné, d'ailleurs notre gouvernement non plus. Hein. Quand on voit le fanion, l'Union européenne, elle est à peu près grande comme ça, en drapeau, 40 milliards quand même, sur des emprunts communs, 40 milliards pour la France qui vont être remboursés par 27 États membres. Donc c'est un saut qualitatif et de solidarité absolument incroyable dont personne parle. Hein. Chez moi, dans mon département, ça donne 120 millions d'euros. Voilà, c'est ça qu'il faut faire aussi. Je trouve que nous devons faire ensemble. Juste une phrase pour revenir en fait, ce que vous êtes en train de souligner, c'est qu'il manque un énorme service de communication et de promotion de l'action de l'Union européenne, mais ça c'est le ressort pour le coup des institutions européennes de se doter des outils de communication et de promotion de leurs propositions. C'est pas le rôle, enfin c'est pas ma vision du rôle des journalistes, on est là pour raconter la réalité, raconter ce qui se passe, mais on ne va pas faire à la place de l'Union européenne son propre service de communication. Il y a des dimensions, Eric le rappelait, où on doit faire effectivement de la pédagogie, où on doit nous donner des repères, ça je suis tout à fait d'accord, mais la promotion d'action quotidienne, elle relève avant tout des institutions, c'est leur travail aussi. Bien sûr que c'est leur travail aussi, mais quand vous parlez des faiblesses, il faut dire aussi pourquoi il y a ces faiblesses, ou pourquoi il y a ces forces, parce que sinon on ne peut pas comprendre. Merci à vous deux. En tout cas, vous quatre, j'allais dire, on va passer une séquence de questions comme ça. J'en ai déjà pris 3 dans l'ordre. Je passe la parole à vous. Merci beaucoup. Merci, cher Laurent, d'avoir organisé ce débat qui nous est cher, dans ce lieu qui nous est cher. Et merci à vous, merci, chère Sabine, de vos interventions qui sont absolument passionnantes. Moi, je vais vous... Donc, moi, Gatel, je suis députée de Paris, secrétaire générale du MoDem. Il y a 20 ans, un peu plus même, j'ai fait mon mémoire de fin d'études sur la communication de la Commission européenne. Eh bien, force est de constater en vous écoutant, et malheureusement c'est aussi ma pratique quotidienne, que pas beaucoup de choses ont changé. À l'époque, déjà, le service public était représenté à Bruxelles, petitement, je crois 5 fois moins que leurs collègues allemands, et on se posait déjà la question de pourquoi est-ce qu'on avait autant de mal à communiquer, quels étaient les responsables, est-ce que c'était effectivement les institutions, les médias, etc. Et 20 ans plus tard, il n'y a pas grand-chose qui a changé, mais il y a quand même une chose qui a changé. Et vous l'avez évoqué, pendant 15 ans de ces 20 ans écoulés, on a continué à faire de l'Europe un bouc émissaire, systématiquement. Le ministre descendait du Thalys en expliquant que ce qui nous tombait dessus, c'était vraiment pas de peau, mais c'était de la faute à Bruxelles. On a changé aussi de génération au niveau du Parlement européen, où le Parlement européen, sauf pour le MoDem, était souvent le cimetière de la vie politique nationale. On se refaisait une virginité et on revenait après. Depuis 2019, on a une nouvelle génération de parlementaires extrêmement compétents, spécialisés, etc., qui sont de vrais pro-européens, qui ne sont pas des gens qui sont recyclés à Bruxelles en attendant autre chose. Donc, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé, alors qu'il y a quelque chose d'absolument essentiel qui a changé, c'est effectivement la manière dont notre gouvernement, les parlementaires, se saisissent de la question européenne. Et pour autant, le reste n'a pas changé. Alors, vous disiez tout à l'heure, vous aviez besoin de nous, donc promis, on essaiera de faire mieux concernant les plateaux, mais on a aussi besoin de vous parce que là, on est en train évidemment de préparer les prochaines échéances. D'ailleurs, au MoDem, on travaille parlementaires nationaux, parlementaires européens, sur les grands sujets qui sont devant nous, parce qu'on considère, Sabine parlait de l'immigration, évidemment, on ne peut pas avoir une position à l'Assemblée nationale sans être en lien extrêmement étroit avec nos collègues parlementaires européens, qui d'ailleurs étaient aussi associés à la soirée de Laurent. Vous dire que quand on réfléchit à la manière dont on va faire campagne pour les élections européennes, et j'ai une petite expérience des élections européennes, et on se pose la question à chaque fois la même, c'est en fait à quel niveau d'information ou de communication on se situe.
Parce qu'en fait, c'est ça le sujet. C'est que fait l'Europe pour moi? Et d'une certaine manière, oui, ce sont les mouvements politiques qui se substituent à tous les autres corps constitués. Je n'ai pas simplement les médias. Quand on dit l'Europe c'est compliqué, en quoi, effectivement, le triangle institutionnel européen est plus compliqué que notre système institutionnel? En aucun cas. C'est simplement que la trilogue, on l'a moins appris à l'école. Mais en réalité, je crois qu'on n'est pas plus compétent sur les institutions nationales. Et donc, je pense que c'est vraiment ensemble qu'on y arrivera. L'idée, c'est pas du tout de jeter la pierre à quiconque, mais c'est l'éducation, c'est l'information, c'est les institutions, c'est l'incarnation, et c'est bien évidemment toutes celles et ceux qui ont envie de faire avancer les choses. Je vous remercie. Merci. Moi, je m'appelle Jean-Thomas Nordman. J'ai été député européen pendant 18 ans. C'était au XXe siècle et un petit peu au XXIe siècle. À l'époque, ce n'était pas le MoDem, c'était l'UDF, au sein de laquelle j'étais de filiation radicale socialiste. Le Parlement européen, pour moi, ça a été le tombeau, le bûcher des vanités. Parce que j'avais, quand j'y suis entré, un petit début de notoriété que j'ai très rapidement perdu dans l'exercice du mandat européen. C'est le plus sûr moyen de se faire oublier que d'être député européen. C'est une donnée avec laquelle il faut savoir vivre et savoir composer. J'ai eu 3 temps de pic médiatique, si je puis dire, et c'était toujours lié à la dimension européenne d'un sujet qui pouvait susciter l'intérêt. La première fois, c'est lorsque j'ai été rapporteur de la directive chocolat. Est-ce que le chocolat britannique, dans sa médiocrité, allait supplanter le chocolat continental? Vous voyez l'importance de l'enjeu. Il y avait aussi d'ailleurs des enjeux commerciaux, de coopération avec la Côte d'Ivoire, toute une série d'enjeux latéraux. Mais celui-là, évidemment, suscitait l'intérêt de la presse. La deuxième fois, ça a été lorsque j'ai présidé une commission sur le racisme et la xénophobie. Qu'est-ce que l'Europe pouvait apporter à la lutte contre le racisme et la xénophobie? Le sujet, bon, il n'a jamais cessé d'être à l'ordre du jour et plus qu'à l'ordre du jour. Et mon troisième pic médiatique, qui m'avait valu à l'époque un article tout à fait favorable en première page du Monde. À l'époque, il y avait un article de fond dans la première page du Monde, qui était de Marcel Scotto, qui était à l'époque correspondant du Monde à Strasbourg et à Bruxelles, du bon usage donc des correspondants. Et c'était sur l'adoption, après 15 ans de discussion, d'un article du règlement obligeant les parlementaires européens à faire des déclarations d'intérêt, c'est-à-dire à évoquer en particulier les concours extérieurs dont ils pouvaient bénéficier. Chaque fois, c'était des sujets kitsch, enfin, des sujets teasers en quelque sorte. Mais quand vous êtes rapporteur, ce que j'ai été, sur une directive sur l'obligation des prix à l'unité de mesure dans les grandes surfaces, vous faites moins de presse, moins directement de presse, même si le sujet est important et intéressant, parce que c'est important et intéressant de pouvoir comparer, au-delà des différences d'emballage, de prix réels de tel ou tel produit avec tel ou tel autre. Donc, moi je crois que ce qui est important, c'est la dimension européenne des sujets qu'on aborde successivement, et s'il pouvait y avoir dans notre discussion un élément de consensus, je me permettrais de proposer celui-ci. Je voudrais ajouter une chose à propos de la difficulté du parler Europe. On l'a dit, le grand problème, c'est de pouvoir lier dans un propos suffisamment clair, suffisamment continu, la pédagogie et la prise de position, l'argumentation et ce que j'appellerais les notes en bas de page. Il faut pouvoir développer une position et au bon moment dire j'appelle, je cite tel acronyme, ça veut dire ceci, ceci et cela, et enchaîner. Il y a des gens qui ont été maîtres dans cet art. Moi j'avais toujours beaucoup admiré Jean Boissonnat, qui était merveilleux dans l'exposition des enjeux européens. Raymond Aron aussi était sublime dans l'art évoquant le soleil
autour duquel la Terre tourne, pour dire j'appelle soleil, l'astre autour duquel la Terre tourne, et puis enchaîner immédiatement son propos. C'est difficile, ça s'apprend, la pratique permet de dominer progressivement les choses, mais ça ne va pas de soi. Et je voudrais terminer par une inquiétude à propos de l'an prochain et de la difficulté justement du parler Europe que nous risquons de rencontrer l'an prochain et qui est liée au calendrier et en particulier à la concomitance entre l'élection européenne et les Jeux olympiques. Car il va y avoir une concurrence médiatique évidemment entre les deux thèmes et en particulier compte tenu des difficultés d'organisation des Jeux olympiques. On va assister vraisemblablement à des surenchères sécuritaires qui risquent de polluer, disons-le, le débat européen. Et ça, il faut s'y préparer. Il faut s'y préparer avec des formes d'intelligence qui ne sont pas forcément données à tout le monde. Mais raison de plus, justement, pour les pratiquer. Merci. Est-ce que vous voulez répondre sur le fait qu'effectivement il y a concomitance? Je ne suis pas aussi pessimiste. Il y a 5 à 6 semaines d'écart, je crois, entre le scrutin et le début des Jeux. Peut-être, je ne sais pas, moi je ne pense pas que ce soit le principal. Je parlais des problèmes sécuritaires. Oui, les problèmes sécuritaires, je pense que le problème de la campagne électorale des européennes ne va pas être là. Va plutôt être sur, encore une fois, confondre les enjeux nationaux avec les enjeux européens. Encore une fois, vous voyez, si on reste sur la même ligne que nous sommes aujourd'hui, on va tout confondre et qu'on va voter en fonction de la situation sociale du pays et non pas des enjeux européens. J'ai plutôt peur de ça que des Jeux olympiques. Merci Eric. Je passe la parole au suivant. Merci Monsieur le député. Merci à vous tous pour vos explications. Je suis Eric Pestel, secrétaire général de l'association Renaissance Européenne Paris et également cofondateur du Relais Paris Réunis Europe. Juste 3 petits points avant de poser la question ou la suggestion. C'est, je suis heureux que vous soyez aperçu qu'on avait des députés européens qui avaient des compétences spécifiques, parce que c'est là-dessus qu'ils ont été recrutés, et que ce sont de bons clients, comme vous dites. Non, ils ont été sélectionnés. Voilà. Après, ils ont été élus. Mais là, il y a eu, dans la majorité présidentielle, une sélection par thématique, par expertise. Après, il y a eu aussi de la parité, de la représentation géographique, etc. Mais il y a eu une vraie recherche de compétences pour pouvoir correspondre à chacune des commissions et des sous-commissions au Parlement européen. Donc, ce n'est pas étonnant qu'on ait un président de la commission pêche parce qu'on a envoyé un océanographe. Ça, c'était le premier constat, ou la première réaction. La deuxième, c'est que vous avez dit à certains moments, oui, voilà, on prépare les élections européennes, on va faire ci, on va faire ça. L'incidence médiatique pendant les élections européennes, ça va être le résultat de ce que vous avez fait pendant les 5 dernières années. C'est pas en mettant le paquet sur 3 mois, sur 6 mois, sur 3 mois qu'on récupère. C'est effectivement un travail de longue haleine. C'est la même chose pour nous, militants politiques. C'est pas, les élections ne se préparent pas 3 mois avant, c'est pendant 5 ans où il faut convaincre et informer. Le dernier point, et j'en viens à ma question, c'est qu'effectivement, vous dites, à fort juste titre, qu'il faut peut-être aller dans présenter les différents pays européens pour qu'on voit bien l'importance et l'appartenance de chacun à l'Europe, mais vous avez aussi de l'Europe au niveau local, et au niveau national. Ce sont tous les Européens qui vivent en France, qui vivent dans chacune des régions, qui font vivre l'Europe par leur présence, par leurs associations d'Européens. Et là, je pense qu'il y a peut-être, sans envoyer, alors c'est très bien d'avoir été en Finlande, c'est pas un tacle, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez des Finlandais à Paris, vous avez des Finlandais un peu partout sur le territoire qui se sont installés, qui font vivre l'Europe. Et c'est aussi ça l'Europe, c'est le démos européen.
Et il n'y a pas que d'aller dans les pays, il y a aussi donner la parole aux Européens qui sont sur le territoire national. Alors, pour répondre à cette dernière question, d'abord, je vais donner un dispositif en parlant de la fameuse montée en puissance dans les derniers mois. L'intitulé, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est ce que j'ai donné tout à l'heure comme politique éditoriale européenne, c'est tout le temps. C'est cette année, c'était il y a 2 ans, ce sera comme ça l'année prochaine. Évidemment, on va mettre l'accent sur plus de reportages, on va faire plus de choses dans les 6 derniers mois, mais tout ce que je vous ai dit, c'est déjà là, c'est déjà présent, ça infuse déjà. Quand on traite de l'actualité européenne, on traite de l'actualité européenne. Mais on fait déjà ce que vous dites en fait. Je me suis pas. Si je commençais à donner le descriptif de ce que fait France Inter, de ce que fait France Info, de ce que fait France Culture, je vous assure que ce serait long. Pour reprendre ce que vous dites, les correspondants étrangers, c'est-à-dire un journaliste italien, un journaliste espagnol, un journaliste finlandais, viennent dans des émissions qui sont faites pour ça. C'est les informés du dimanche sur France Info, c'est des émissions sur France Culture, et c'est même parfois chez Sonia De Villers, des correspondants étrangers sur France Inter qui viennent parler. Alors vous me direz, ce sont des journalistes, c'est pas le pouls des communautés. Mais quand même, on a là une vision de journalistes qui viennent parler de la vision qu'ils ont en tant qu'étrangers de notre actualité. Et je trouve que c'est assez riche pour ça. Merci. Pardon. Oui, Adrien, je sais pas. La réponse d'Eric est impeccable et pour le coup, moi je ne peux que constater et saluer le fait que là on est principalement sur une mission de service public et que les services publics appliquent admirablement. Sur ce que vous disiez tout à l'heure sur la présence en région, il y a quelques années quand le Royaume-Uni était encore très membre de l'Union européenne, j'ai le souvenir d'un certain nombre de sujets sur leur présence typiquement dans le sud-ouest, etc., des histoires qui permettent effectivement de donner corps, de donner de la chair, de montrer, vous avez raison, il y a la question des initiatives dans les pays européens, qu'est-ce que les Européens font ici. Après, moi je reviens sur un point que je disais tout à l'heure, nous on considère, je ne dis pas qu'on a raison pénateur, je dis que c'est notre conviction éditoriale. On considère que nous on est là pour couvrir des événements d'actualité, des nouveautés, des apports, des changements, et effectivement, dans la manière dont on conçoit les JT, on n'est pas dans la démarche, on n'est pas d'avoir un rendez-vous régulier pour prendre le pouls. On est là pour raconter ce qui se passe, ce qui avance, ce qui change. Après, l'Europe, tout à l'heure je ne l'ai pas mentionné, mais à titre personnel, je présente une émission tous les dimanches de 18h à 20h sur LCI. La deuxième heure, Daniel Cohn-Bendit intervient quasiment tous les dimanches. Je vous garantis que Daniel Cohn-Bendit ramène toujours toutes les actualités au sujet européen, vous pouvez compter sur lui. Donc en fait là, alors, même si j'avais la volonté de ne pas parler d'Europe pendant 1 heure, c'est pas le cas. De toute façon, on se donne les moyens, de par nos invités, nos incarnants, d'avoir aussi des personnes qui ramènent l'Europe dans toutes les préoccupations. Je crois que c'est, je ne sais plus si c'est Mme Gattel ou enfin, peu importe, mais tout à l'heure, on évoquait plusieurs des enjeux de politique nationale. Même par exemple la question de l'immigration, qui est un enjeu de politique nationale. Effectivement, quand on évoque le projet de loi d'immigration ou les PPL des Républicains à venir sur l'immigration, quand je le fais avec Daniel Cohn-Bendit, il ramène un enjeu européen, au pacte européen, à ce que font les autres Européens. Et vous avez raison, on le fait. Mais c'est pour ça aussi qu'on a des formats différents. Et dans le groupe, la manière dont on va couvrir l'actualité européenne aux 20h, aux 13h et sur LCI sont différentes parce que ça a vocation à être complémentaire. Je peux réagir 1 seconde. Je voudrais juste dire un truc, parce qu'on a eu 2 réactions de médias et vous voyez qu'on va commencer en fait à tourner un peu autour du sujet, à parler de rentrer dans les sous-sujets, etc. Peut-être une conclusion juste rapide sur cet élément, c'est que je trouverais dans l'intérêt des diffuseurs eux-mêmes de faire un saut à l'occasion des européennes, mais de faire pérenniser, de faire un saut quantitatif sur la couverture de l'actualité de l'Union européenne. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer ce qui se passe avec la question climatique, c'est que le législateur va en avoir marre de se battre contre les mouvements avant et va transcrire dans les conventions entre l'ARCOM et les chaînes et dans les COM des objectifs chiffrés de couverture vis-à-vis des questions européennes, comme il est en train de le faire sur le climat. Et donc, je crois que la convention de TF1 désormais, il y a, et c'est une nouveauté, un élément sur le climat avec un baromètre à établir et à suivre dans le temps et un suivi politique du sujet. Et donc, je crois qu'il est dans l'intérêt, parce que moi je comprends bien quand on est une rédaction, c'est extrêmement relou de se dire on va le faire en se parlant des indicateurs et non pas du sujet politique, parce qu'on n'allège pas ça à l'année, on allège ça à la journée ou à la demi-journée. Donc ça, je le comprends très bien, mais juste
c'est l'intérêt bien compris de tous qu'on progresse sur le sujet, sinon le législateur il va faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire légiférer, l'ARCOM va faire ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire appliquer la question du contrôle, et donc tout le monde va se retrouver avec une obligation formelle de plus. Donc là-dessus, je pense qu'on a tous intérêt à tirer dans le même sens. Donc c'est vrai des acteurs, mais je crois que c'est aussi vrai des médias dans la priorisation. Adrien, vous voulez répondre? Oui, je vais juste répondre d'un mot. Vous dites ça en étant, et je crois que c'est le cas de toutes les personnes présentes dans cette salle ce soir, un pro-européen convaincu. Je vous fais juste un petit rappel, on est dans un pays où on est très loin d'avoir 100% de la population qui est pro-européenne convaincue. Je dis juste une toute petite chose, c'est que si on donne collectivement le sens, l'impression qu'on est là, ou qu'on est contraint à dire du bien de l'Union européenne, des institutions européennes, à traiter par la contrainte de cette actualité-là, je pense qu'on court collectivement le risque d'accréditer l'idée qu'on essaie de bourrer le mou de la population. Et il se trouve que TF1, je vous disais, à 20h, c'est 5 à 6 millions de téléspectateurs. Bien évidemment que dans les gens qui nous regardent, il y a des gens qui sont anti-européens. Je ne peux pas vous dire l'inverse. C'est une certitude. Il y a des gens qui votent Rassemblement National, il y a des gens qui votent Jean-Luc Mélenchon, etc. Donc, je ne dis pas, je vais dire qu'il ne faut pas parler d'Europe. Je viens de vous expliquer tout à l'heure toutes les raisons pour lesquelles on pense que c'est important de le faire et la manière dont nous on le fait. Je dis juste attention à ne pas considérer qu'il y a deux voies A. Il y a une incitation à, une nécessité de, ça je l'entends, et vous avez tout à fait raison, mais ça peut se retourner en boomerang, on peut se prendre en boomerang, une question encore plus grande avec le public. Nous on essaye de garder justement une adhésion du public et d'embarquer avec nous quand on est sur ces thématiques. Sur le climat, vous avez dit quelque chose qui est en partie pas complètement, on n'est pas contraint sur les engagements climatiques et on le fait de manière très volontaire. Il y a beaucoup de formats qui ont été développés et pour le coup c'est pas propre à TF1. Eric sur le service public est bien placé pour le savoir, mais parce qu'en fait on essaie justement de sensibiliser notre public à l'importance de cette question, mais sans donner des leçons. Et c'est très important parce qu'en fait, si on se place, nous journalistes, dans la posture de donner des leçons à notre public, de leur dire vous devez faire ceci pour le climat parce que c'est comme si c'est comme ça, ou vous devez faire ceci, pensez ceci ou cela sur l'Union européenne, je vous dis que nous avons la conviction qu'in fine, en fait, ça renforcera la défiance et que les gens, ils ont un moyen très simple dans ce cas d'agir, c'est arrêter de nous suivre et s'informer sur Facebook, par des sites complotistes, ou par des films qui ne leur montreront que la réalité que eux ont envie de voir. Avant de reprendre des questions dans la salle, Samy, tu voulais réagir rapidement? Très vite. Il y a quand même des sondages, il y a 61% les Français, 61% apparemment, c'était l'année dernière, c'est toujours quand même justement les GT qui sont la principale source d'information. Il y a quand même presque 60% des gens qui disaient qu'ils étaient mal informés sur l'Union européenne et qui souhaiteraient encore être mieux informés, mais par vos chaînes. Je vois une petite réaction par rapport à ça. Et surtout, tout à l'heure, vous avez dit qu'on a quand même bien couvert la présidence du Conseil de l'Union quand c'était la France qui avait la présidence. Je ne vois pas pourquoi on ne le fera pas pour les autres présidences. C'est pas faux. Ah bah, je peux vous répondre, parce qu'en fait, on n'est pas l'organe de communication officielle de l'Union européenne. Non, mais c'est quand même les sujets, enfin, il y a quand même des impulsions qui sont données à ce moment-là. Pourquoi vous l'avez fait dans ce cas pour la présidence française? C'est la même chose. Présidence française, présidence suédoise, les impulsions et les décisions. Mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure, données à ce sur l'importance d'un service de communication, une capacité à faire la promotion. On peut s'en féliciter ou le déplorer. La présidence française a été très active en France sur la pédagogie autour de l'action française à ce moment-là. Est-ce que nous, par exemple, en tant que rédaction française de TF1, on est exposé, sollicité par d'autres présidences? Non, je ne dis pas que c'est une raison suffisante et nécessaire pour laquelle on devrait la couvrir. C'est qu'en fait, il y a deux mouvements dans le journalisme. Parce que nous, on initie et les sujets d'enquête et de reportage qu'on souhaite mener, et puis c'est vrai, et il peut y avoir, par exemple, quand une formation politique fait un communiqué de presse, c'est qu'elle essaye d'aller vers les journalistes en disant voilà, vous avez tel message à porter. Moi, je vous rejoins tout à fait, on n'a pas eu de démarche de sollicitation d'autres présidences. Je ne vous dis pas pour autant, et donc on ne va pas le couvrir, je dis juste que c'est aussi l'affaire d'une rencontre. Il y a parfois ce que nous on va chercher, et puis il y a parfois ce que certains essaient de mettre en lumière. Merci.
Brièvement, je vais laisser encore deux questions dans la salle. Non, je disais que cette présidence française de l'Union Européenne a été aussi marquée par la guerre en Ukraine, il ne faut pas l'oublier. Parce que la dernière de Sarkozy n'avait pas eu tel traitement médiatique non plus. Et quand on a le président français qui est le président de l'Union Européenne à ce moment-là, et qui est donc mis en avant dans la guerre en Ukraine, forcément les valeurs européennes sont montées d'un cran dans la conscience française. Merci. Je vais passer la parole à François-Xavier. Oui, bonsoir, François-Xavier Pianico. La seule qui vous intéresse pour ce soir, c'est que, entre autres choses, je suis lyonnais. J'aurais une observation d'abord, mais vous évoquez là la présidence française de l'Union Européenne, vous avez évoqué un certain nombre d'événements, l'importance d'avoir des éléments qui sont incarnés, la responsabilité des acteurs en même temps que des médias, Théo a insisté dessus tout à l'heure, et sur la PFUE, il y a le côté français, mais il y a aussi une volonté, pardonnez-moi, très claire, très affichée, très assumée d'ailleurs du président de la République, justement, de lui-même en faire un temps événementiel important avec tout un temps de préparation. Et on est dans une famille qui a suivi ça. Après, ce serait insulter l'intelligence de tous ceux qui sont dans la salle et de nos homologues journalistes que de ne pas savoir et être conscient qu'il y a eu une histoire qui a été racontée. Et je suis un peu frappé dans la discussion que l'on a sur ce que vous avez dit. Vous avez évoqué le besoin d'incarnation, la stratégie d'événementialisation, mais finalement, effectivement, c'est une observation mais qui est une faute partagée, je pense, à la fois du politique et du personnel médiatique, qui est très europessimiste, vous l'avez dit au départ de votre démarche, sur la qualité d'audimat que peut apporter l'Europe. Vous avez dit dès le départ, quand on dit Europe, ça tombe. Et je pense, j'observe dans les discussions que j'ai avec un certain nombre de journalistes, qu'il y a un pessimisme sur la valeur européenne. Mais j'observe très rarement de récits. On sort d'un débat sur les retraites, il y a eu un récit, il y a eu la bromance entre l'homme à la moustache et son compagnon de la CFDT, on a eu le pic du Brexit, il y a eu tout un récit autour de la personnalité de Johnson, avec le truculent Nigel Farage que l'on pouvait. Il y avait une incarnation, mais aussi un récit, qui était un récit d'une part des acteurs politiques, et d'autre part aussi des médias. Je fais un certain nombre de médias, un certain nombre de personnes ici le font ici. Combien de fois avant une émission, on s'en parle aussi un peu, on dit bon, il faut que cette émission, parce que le sujet est important, elle soit pas chiante. Et oui, il y a des récits qui sont construits. Je pense que sur l'Europe, on gère les choses un peu qui tombent comme ça, et je crois qu'il y a un peu une flemmardise au long cours de l'ensemble des acteurs, qu'ils soient médiatiques ou politiques, à construire des récits. Excusez-moi, il faut un peu que ce soit Dallas, il faut un peu que ce soit Star Wars. C'est comme ça si on veut qu'il y ait de l'audimat. Je parle franchement, et je pense qu'il ne faut pas qu'on ait tabou là-dessus, c'est un peu ce que je me disais en vous écoutant. Et j'ai pas entendu de bromance, par exemple, autour de Séjourné Lambert. Tiens, viens, je viens là, il est beau mon sépaille, toi tu l'aimes pas, et qu'est-ce qu'on en fait pour faire le Comité européen? Il y a des matières à faire, un récit. Personne ne l'a écrit. Je m'interrogeais, peut-être vous avez une question sur la production de contenu aussi. Alors, la dame de l'Arcom est partie, mais que font AFP, Reuters, par exemple, dans leur production de contenu réutilisable par l'ensemble des autres médias? Parce qu'il y a des sujets sur lesquels il y a plein de contenus que tous les médias, écrits, audiovisuels, vont s'échanger les uns et les autres. On critique beaucoup les diffuseurs en bout de chaîne, mais sur les producteurs de contenu, j'entends peu la critique, alors que pour autant, ceux qui suivent les films, je pense qu'elle vaut. Et je vous dis, je suis lyonnais, parce qu'à un an de l'Europe, on a un acteur du médiatique européen qui s'écroule, c'est Euronews. Et je voulais savoir, pour vous, c'est le symptôme de quoi? Euronews, ça a été un grand pari à la fin des années 90, il est arrivé à Lyon. Ils vont licencier à tour de bras à un an des européennes. Leur avenir sur le territoire national est plus que hypothétique désormais. Ils vont partir, c'est un secret de polichinelle, avec y compris une faiblesse de la façon dont ils ont pu être accompagnés dans leur mission. Mais je vous pose la question, typiquement, à un an des européennes, un acteur comme Euronews qui s'effondre, c'est le symptôme de quoi? Si vous voulez. Juste un élément sur les contenus. Je réponds en creux parce que je n'ai pas de réponse. Par contre, j'ai une réponse assez intéressante. La première fois que j'ai fait l'étude, j'ai discuté avec Guillaume Debré de TF1,
Donc je sais plus son poste actuel, mais Il est aujourd'hui directeur adjoint de la rédaction de TF1. voilà. Pascal Verdeau, qui était le correspondant historique de France Télévisions à Bruxelles, et j'avais fini par me faire engueuler par Bruno Patino d'Arte qui m'avait dit justement ce que vous faites ça sert à rien. Interview assez surprenante où finalement il m'a posé des questions et moi j'ai juste écouté. Il me disait mais ce que vous faites ça sert à rien. Moi mes étudiants en école de journalisme, tant que je leur donne pas un gentil, un méchant et un truc qui les relie, ils ne savent pas écrire une histoire en commençant. Et donc il disait par exemple Margaret Vestager, là on a des méchants, un gentil, on a une révélation, un footage des Européens, on a le récit. Et elle est bankable médiatiquement, effectivement, vous avez raison. Mais alors, il m'a dit un truc, tous ces gens-là, que j'ai trouvé passionnant. Il disait en fait, on suit beaucoup la politique américaine et la politique britannique, à la fois pour une raison d'incarnation, c'est qu'effectivement, il y a un soft power qui fait qu'on a tous vu les séries en question, qui fait qu'on a les réflexes, qu'on comprend comment fonctionne le primaire, etc. En plus qu'on identifie les personnages clés, et pareil au niveau britannique, et aussi parce qu'il y a une facilité technique qui est que ce sont des sphères culturelles d'information basées sur l'image. Et donc on a une surabondance dans les diffuseurs, dans les grands canaux, d'images de très grande qualité, disponibles n'importe où, il se passe n'importe quoi au bout du Wisconsin. Et bien en fait, si vous réfléchissez en termes de décalage horaire, vous les avez parfaitement pour le JT du soir, pour votre traitement. Pareil quand Donald Trump faisait ses propos. Donc on a une culture de l'image qui fait qu'on a une matière première qui est ultra abondante, avec un fond culturel qui fait que les Français, on n'a pas besoin d'expliquer comment fonctionne la primaire démocrate américaine. Enfin, on doit l'expliquer dans sa partie technique, mais les gens ont compris l'idée. Alors que le débat des Spitzenkandidaten européens, c'est clair que c'est plus technique. Et donc, il y a le fond culturel et l'abondance formelle ou de contenu, effectivement, à diffuser. Non, mais ça, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dans les questions de monsieur. Le narratif. Oui, bien sûr, il faut un narratif. Mais est-ce que c'est le rôle des journalistes? Non. C'est pas à nous de construire le narratif de quelque chose. On ne va pas rendre fiction. C'est-à-dire qu'on doit être garant d'une information fiable, vérifiée et certifiée. C'est pas pour s'amuser à faire un narratif qui sortirait de ce créneau-là. Donc il faut faire très attention à ça. Si d'un seul coup il y a des incarnations fortes dans l'actualité, vous avez mentionné Boris Johnson, on n'y est pour rien. C'est que d'un seul coup il est là sur la scène et qu'il attire la lumière. Donc c'est pas à nous de faire un narratif. Surtout vous avez raison qu'il faille un narratif, mais c'est pas à nous. Oui, je suis d'accord sur le pessimisme ambiant dans les salles de rédaction, sur comment faire pour justement, mais c'est pas notre boulot de rendre l'Europe sexy, on entend souvent ce terme-là, rendre l'Europe glamour ou sexy, mais c'est pas ça qu'il faut faire, il faut simplement parler des enjeux, et ça c'est notre boulot de journaliste. On n'a pas à, je rejoins Adrien tout à l'heure, c'est la com de l'Union Européenne, c'est pas à nous de la faire, quoi. S'il faut construire des narratifs, c'est plus un travail d'auteur, parce que d'artiste, mais certainement pas nous à le faire. Et oui, on peine à faire de gens. Qui connaît ici le baromètre Radio France, France Télévisions, France Média Monde sur l'Europe? Voilà, gros succès d'audience. Hein. On a un baromètre qui évalue la connaissance et l'adhésion des Français aux questions de l'Union européenne, aux institutions européennes. On en a fait 2, on va en faire un 3e à l'automne, mais même nos chaînes ont du mal à le valoriser et à le vendre parce que ça fait 0 audience sur les sites. Et pourtant, on fait des efforts pour intéresser, justement, pour alimenter le socle de connaissances. Donc, comment ne pas être pessimiste après ça? Et alors, pessimiste ne veut pas dire renoncer. On continue, on a des valeurs, mais encore une fois, le danger, comme le stipulait très bien Adrien, c'est qu'on a l'impression de le faire contraint et forcé, et de donner, attention, il faut vous imposer ça, il ne faut surtout pas ça. Il faut parler de l'actualité, il faut parler des enjeux, il faut en parler de la façon la plus pédagogique qui soit. Et oui, on est tous dans le même bateau, et il faut être créatif, c'est sûr. J'ai encore 2 questions dans la salle, après on sera obligé d'en terminer. Alors, moi j'avais une question très rapide qui rebondissait sur une remarque de M. Valmire de tout à l'heure. Comment, pour les médias aujourd'hui, dans le contexte des élections européennes, échapper finalement à la nationalisation qui est en train de se mettre en place, c'est-à-dire le rabattement de ces élections européennes uniquement sur des enjeux politiques nationaux? Et, deuxième partie de la question, aussi un enjeu de nationalisation finalement dans la tête des Français de rabattre l'élection européenne à l'élection d'un grand conseil régional
avec un système par proportionnel, etc., en évacuant en effet la dimension A27, la dimension du Spitzenkandidat, la dimension de la montée en puissance de l'intergouvernementalisme, etc. Ouais, c'est tous les enjeux de la pédagogie. Je vais faire la réponse la plus courte qui soit. De toute façon, ce problème-là du débat confisqué, il y a eu quasiment tous les 5 ans. On a tout de suite un vote qui est là pour faire la photo de la situation politique en France à l'instant T. Et les élections européennes, tous les 5 ans, sont victimes un peu de ça. Et pas que les élections européennes d'ailleurs, puisqu'on parle à chaque fois des régionales et des départementales sur le même sujet. Donc oui, dans les débats, dans les reportages terrain, je sais que nous alors Anne Grandémont est encore là, parce qu'on va se prendre la tête avec les temps de parole politiques, c'est sûr, parce qu'on a décidé de faire des portraits de tous les eurodéputés, et de leur faire dire leur bilan sur 5 ans. Et pas un petit portrait, un truc d'une minute, vraiment un truc sur la longueur. Pour dire en gros quelle est votre expérience, qu'ils se représentent ou qu'ils ne se représentent pas en tout cas. Les 79, on va aller les voir. Et on va passer du temps long avec eux pour justement qu'ils nous parlent de ce bilan et de ces enjeux-là. Il n'y a pas de réponse magique à votre question, elle pose une vraie problématique, mais on va faire en sorte que, et puis on n'est pas nous-mêmes les têtes de liste ou les gens qui vont se présenter. Le débat, il appartiendra aussi à la classe politique qui ne va pas nous aider, Adrien est bien placé pour le savoir, qui ne va pas nous aider sur ce terrain, parce qu'évidemment, tout le monde va jouer le réflexe national. Juste une toute petite phrase pour compléter, je suis 100% d'accord avec ce que vient de dire Eric, et quand vous dites comment l'éviter, je ne suis pas convaincu que ce soit notre travail de l'éviter, parce qu'en fait, on ne va pas empêcher les partis politiques de mener la campagne qu'ils souhaitent. Typiquement, quand je disais nous, on souhaite organiser un débat entre têtes de liste, quand on organise des émissions comme ça, pour tout vous dire, on prévoit à l'avance des thèmes qui collent à l'enjeu de l'élection. On va dire, il y a mettons 4 parties dans l'émission qui vont être 4 thèmes et à enjeu pour le Parlement européen. Mais si dans chaque partie, par exemple, le candidat du Rassemblement national va pilonner le débat du gouvernement en place, libre au représentant de la majorité présidentielle de répondre soit sur les enjeux européens, soit en défense du président, mais c'est lui qui décidera de la stratégie qui sera la sienne dans cette émission, par exemple. Nous, on peut poser le cadre, mais après, les propos sont à la liberté de chacun. Merci. Une dernière question dans la salle. Une question rapide en termes de support pour M. Valmir, à l'image de ce qu'avait été Arte comme chaîne européenne en présentation culturelle, parce que dans une époque où on s'interroge fortement sur l'intérêt démocratique de l'Europe pour certains, le culturel, ça reste quand même le vecteur le plus sûr. Est-ce que RFI n'aurait pas une fenêtre audiovisuelle à proposer pour l'Europe? Alors, RFI n'est pas Radio France, je tiens à le dire. RFI, c'est France Média Monde. Radio France, c'est 7 radios et 3 orchestres. Et les 7 radios, c'est France Inter, France Info, France Culture, France Bleu, FIP, Move et France Musique. France Média Monde, c'est une télé France 24 et c'est 2 radios, RMC Moyen-Orient et RFI. Et RFI, évidemment, a un rôle à jouer, je peux le dire, et ils le jouent à merveille. Ils ont beaucoup d'espace européen sur leurs antennes. Sur l'antenne de RFI, il y a beaucoup de place donnée à l'Europe. Et à la culture. Ça me permet en fait, de faire juste 2 trucs. Sur Euronews, je n'ai pas répondu. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la France a investi sur France 24 et a désinvesti Euronews. Et d'ailleurs, il y a un truc, c'est que dans la mise à jour du cahier des charges de France Télé, j'ai noté que il avait été supprimé le passage France Télévisions collabore avec Euronews très récemment, ce qui est juste l'acte de mort institutionnelle de la chaîne, mais c'est plutôt comme ça que ça s'est passé. Et sur un dernier truc, c'est sur la partie nationale. Moi, je voudrais rendre hommage parce qu'à l'époque, j'étais pas d'accord et je note que je me suis trompé à la majorité d'avoir nationalisé le scrutin des européennes. Parce que, en fait, vous avez fait, il y a un truc bien et un truc pas bien, vous avez rendu plus facile la campagne, parce que jamais en 2014 on a vu de débat national et en 2009 entre partis opposés, et moi je trouve que les débats de 2019 ont fait beaucoup de bien et qu'ils étaient organisés avec. C'était complexe et que les chaînes s'en sont bien tirées, et franchement c'était des moments intéressants. Et quand on a Jordan Bardella qui sort sa passoire, et ben, il se passe un truc télévisuel, c'est pas à mon côté, mais il se passe un truc sur la question de l'Europe. Je ne sais pas si c'était chez vous. Et donc, vous avez fait un truc bien. Par contre, il y a un problème là-dedans, c'est que vous avez complexifié le mandat
qui est que du coup, quand on est un acteur local, on ne sait plus qui est son député européen, parce qu'il n'y a plus d'ancrage local, et qu'il n'y a plus d'identification, et qu'elle se fait au petit bonheur la chance du fait d'avoir un député qui vit dans son coin, mais ça se fait à la représentation proportionnelle selon ceux qui étaient devant ou derrière dans la liste. Mais par contre, sur la campagne, c'est un vrai plus. Merci Sabine, tu voulais dire un dernier mot peut-être Je crois qu'il est très important aussi à ce qu'on sache que les journalistes, quand ils s'adressent entre autres aussi à nous, pendant des élections, connaissent aussi bien notre fonction. Pourquoi je dis ça? Par exemple, pendant les élections législatives, les journalistes locaux, ils ont toujours dit qu'est-ce que vous allez faire, vous, pour la circonscription? J'ai dit, il y avait des concurrents qui disaient on va vous mettre ici, on va vous sauver un gars, on va faire. J'ai dit non, on est législateur, contrôleur de l'action du gouvernement et on doit évaluer les politiques publiques. Une gare, c'est la région, entre autres, et au niveau européen, c'est aussi la même chose. Ça veut dire qu'il faut bien savoir ce que font les uns et les autres pour pouvoir donner aussi des réponses adéquates et ne pas tout mélanger. Parce que c'est là justement, quand on mélange tout, on vient au national, au régional, au local, et on mélange toutes les fonctions et tous les échelons qu'il faudrait quand même, même s'ils sont liens, pour ces élections, pouvoir d'une manière individuelle. Ce sera le mot de la fin. Je voulais remercier tous les intervenants. Et à bientôt. Je serai déplacé pour l'université à cette conférence. Peut-être suivi d'autres événements. Et je remercie aussi mon équipe, puisque sans eux rien ne serait possible. Et je